Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On va dire bonjour au chat. Il y a Maxouz et Gamer, évidemment, Paf la pastèque. On aime ce genre de pseudo. Lordibus, Clavius, le Tribun, Bonassole à tutti. On parle toutes les langues ici. C'est ça qui fait plaisir. Ah oui. Allez, moi ça, tu vas avoir chaud, toi. Chaud, ouais, mais oui, tu vas avoir chaud, mon grand. Tu vas avoir chaud. J'espère que vous allez bien. Ça va, les gars? Retour du CES là, Omar et Arnaud. Comment ça va? Oui. T'as chaud? Ok, d'accord. Il a chaud. Ça va, pas trop fatigué, jet lag et tout là, au calme? Écoute, si un peu quand même. Hein. Ouais. Mais bon, c'est la Toujours. vie, tu vois. Mais c'est la vie, c'est le bonheur. Les gens, ils tueraient pour venir à notre place. Oui. Donc, on va pas se à chaque plaindre. fois, on se Surtout disait, quand ça fait des tours d'hélico au-dessus du Grand Canyon, c'est ça? Ouais, bon, alors ça, c'est personnel. ça c'est personnel. Ça, C'est un titre perso, avec Omar, on se déplace qu'en hélico. Ouais. Parce qu'on se moque déjà de moi pour un pseudo jet privé. Je sais plus depuis quand ça date. C'est pas ce que tu m'as dit en off, Arnaud. C'est le mien, c'est mon hélico. Comment ça va, mon bon Axel? Ça va bien, écoute, la reprise ouais. assez chargée. J'ai l'impression que j'ai repris le travail il y a 3 semaines alors que c'était la semaine dernière. Tu bosses aussi un peu sur les soldes aussi, c'est les soldes en ce moment. Ça, Donc, exactement, les soldes avec beaucoup d'offres intéressantes déjà, des offres aussi intéressantes que le Black Friday. Donc bon, je sais que c'est les fêtes, on a déjà dépensé pas mal d'argent, mais s'il y a un cadeau que le Père Noël aurait oublié, c'est peut-être le moment de se rattraper, quoi. allez-y, cliquez sur les liens d'affiliation. Frandroid, Oui, c'est le mec allez-y. le moins subtil du monde. Bon, on a une belle émission, les amis. Avec, crois, hein. ouais, on a une émission assez dense quand même. Assez dense. On va forcément faire un gros débrief CES avec vous deux, les gars, sur un peu les grandes tendances et plein de petits produits un peu loufoques, atypiques que vous avez pu voir dans les allées du salon américain. Ça va être sympa dans le format Tech Shot que vous avez découvert déjà la semaine dernière. Et puis Axel aussi est là avec nous parce que Axel, ça fait déjà quelques semaines, je dirais même quelques mois, qu'il nous parle sur Frandroid de l'affaire Netflix, Warner, Paramount. Moi, non, Axel. Non, Hein non. Moi Ah, pardon. moi j'en parle sur Frandroid. Moi j'en parle. Quelques mois déjà. Non, qu'est-ce que ça a quelques commencé semaines, ouais. Ça fait un décembre. mois. Ça fait un mois, mais Ouais. non, en vrai, ça a commencé il y a plusieurs mois. Mais ça fait un mois que j'en parle très intensivement. Ouais. Grosse affaire, on reviendra dessus pour vous. Et puis je l'ai là, je vous le montre. Hop là, furtivement, furtivement. T'as complètement grillé l'embargo Apple. Mais quand les... on a l'iPhone pliant en plateau, mais attention, c'est un iPhone imprimé en 3D. On vous en dit plus en fin d'émission. Faudra rester jusqu'au bout pour savoir un peu ce qu'il en est. Bon, assez parlé, les gars. On va commencer tout de suite. Et c'est pour ça, les gars. Jingle. C'est notre coup de gueule du début d'année 2026. Est-ce que trop d'IA, tu l'IA? J'en ne sais rien, mais en tout cas, le CES 2026 c'était de l'IA partout. De l'IA, la sauce bolognaise, ce que tu veux. Et en fait, ça n'a plus aucun sens. Exactement comme ce que tu dis. Exactement. En fait, c'est pour ajouter du non-sens au sujet, tu vois alors. Non, alors moi je vais te dire un truc, je suis super énervé. Il y a des choses comme ça, tu vois, il y a des Trump, Poutine. Ah oui. Finalement, à côté de ce que je vais vous dire, ça m'énerve encore plus, tu vois. Il est fou, lui. Dans l'autre sens, du coup. Ouais, voilà. Je suis en train de dire qu'est-ce qu'il raconte, là. Bref, il y a des choses graves sur la Terre, et ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Mais qu'est-ce que c'est alors, Arnaud? L'utilisation du mot intelligence artificielle à tout va. Donc, je vous raconte le contexte. Je suis au CES de Las Vegas avec Omar, on se balade dans les allées, et là, qu'est-ce qu'on voit? Le mot IA ou AI absolument partout. AI. Mais quand je dis partout, Partout. quoi? Partout. Ah ben oui, partout. C'est-à-dire que ça, c'est... Dans ta bouffe. Non, mais Dans ton tout hôtel. est, en gros, tous les produits sortis sont estampillés IA. C'est-à-dire que la moindre fonctionnalité est estampillée IA. Vas-y. Vas-y. Non, ouais, dès qu'il y a un peu de trucs qui vont un peu plus loin que une fonction basique, par exemple, on va te dire c'est bon, c'est intelligent, donc c'est IA, alors que peut-être c'est juste, enfin, c'est même très certainement à 99% que des algorithmes un peu poussés, Voilà. qui n'ont rien de raisonnement, j'ai envie de dire vraiment, mais plus c'est juste des lignes de code qui s'opèrent et qui débouchent sur un résultat prédéfini, quoi. En fait, le moindre si
ça arrive, alors il se passe ça, Ouais. c'est devenu de l'IA. Ouais. Genre, c'est le truc de base d'une calculatrice, genre 2 plus 2 égale quelque chose, et ben ça c'est un calcul IA maintenant. C'est le truc de base de la maison connectée, tu sais, même on avait la plateforme IFTTT, c'était if that then that, tu vois, je crois que c'était ça. Ouais. C'est exactement ça, si jamais j'allume la lumière, je veux que tel truc s'opère, Voilà. c'est juste une On le fait condition depuis pour 10 activer ans. un truc. L'utilisation du terme IA est complètement biaisée aujourd'hui. C'est un peu ça. galvaudé. Et là, c'était vraiment exacerbé au CES 2026. Ah mais ça en vomissait d'IA. C'est-à-dire que tu voyais des chaussures imprimées en 3D, imprimées grâce à l'IA. Tu voyais un clavier avec des fonctionnalités sympas, des petites molettes et tout, grâce à l'IA. Tu voyais... Non, mais... Des animations sur un écran qui interagissent par rapport à une activité. C'était tout de suite de l'IA, alors que ça pouvait être très basique comme interaction. Donc, ce qu'il faut bien... des statistiques d'une balance connectée, c'est de l'IA. C'est de l'IA. C'est de l'IA. Ce qu'il faut bien, là où il faut faire la part des choses, c'est bien définir les termes. Et ce qu'il y a derrière ces termes. Donc il peut y avoir IA, il peut y avoir algorithme, IA générative, IA agentique. Et j'ai l'impression que là on est dans un gloubi-boulga où en gros le marque dit IA et point barre. En fait, il y a un truc, c'est que je pense que quand tu es une marque, tu te dis, vas-y, c'est quoi le truc de la tech nouvelle? La trend, un peu la tendance, quoi. Alors. Voilà. Il y a eu un moment, tu vois, t'avais Alors, tu vois, il y a des trucs, genre par exemple, l'écran OLED qui est arrivé à un moment et tout le monde s'est mis à faire de l'OLED parce qu'on savait que c'était le nouveau truc tech, que tout le monde savait. Puis tu parles de l'OLED à n'importe qui, n'importe quel daron, il sait que c'est une tech de qualité. Donc tout le monde avait l'OLED. Ça, c'était cool. Après, il y a eu le Metaverse. Voilà. Le Metaverse... Alors Zuckerberg il a sorti ça, d'ailleurs c'est un nom de marque pour eux, donc ça les arrangeait bien. Et tout le monde s'est dit, bah là, on va intégrer le Metaverse, qui était une espèce de concept de monde virtuel, parallèle, et où t'avais un avatar. En fait, c'est littéralement Ready Player One. Et du coup, bah voilà, en fait. 77 milliards au total investis dedans. Mais dans quoi, on sait pas. Et finalement, ils en parlent plus depuis quelques temps, et finalement, en fait, ils ont coupé une grosse partie des équipes. Ils ont lay-off, ils ont supprimé 10% des effectifs. Il n'y a rien du métaverse qui n'existe. C'est-à-dire que la promesse initiale d'un monde parallèle n'existe même pas. Enfin, tu vois, il n'y a même pas eu une app. Il y a eu une app où on voyait des espèces de pour se rencontrer et tout, mais c'était tout, quoi. Alors, c'est-à-dire que tous les milliards investis dans le truc, c'est dur à aller voir, alors, sauf peut-être dans les produits. Tu dis 77 milliards, alors Dibus qui dit et 77 clients. C'était à peu près ça le ratio, dont une bonne partie de journalistes qui était là juste pour tester et pour se moquer. Metaverse c'est égal à informatique spatiale, en gros, nous dit Poupiou. Ça va plus loin, c'est pas de l'informatique spatiale. L'informatique spatiale, c'est ce que propose un petit peu Apple avec l'Apple Vision Pro. Metaverse, c'était vraiment le monde virtuel, la réalité virtuelle globalisée un petit peu. Voilà, tu regardais interconnecté. Alors, est-ce qu'il y a des craintes à avoir, parce que le Metaverse, on en a entendu parler pendant des années, ça a fait un flop total. Là, l'IA, on la met à n'importe quelle sauce, on en entend parler partout. Est-ce qu'il y a une bulle qui se développe? Non, c'est ça qui est fou, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un outil utile, contrairement au Metaverse qui était un pur divertissement a priori. Il y a une bulle financière, on va dire, et du coup, je pense que la course au terme, elle est en fait parce que c'est les investisseurs, c'est un terme qui leur plaît. Et des fois, il y a beaucoup. Pas tant que ça justement. Pas tant que ça justement. On a Dell, c'est ça, Grégoire? Oui, tout à fait, Dell. Le patron de Dell pendant le CES qui a dit en vrai, l'IA, ça fait pas tant vendre que ça. Ça m'étonne pas. Voilà. Pour les ordinateurs. Tu sais, c'est pas forcément un levier de vente, mais tu te dis, tant qu'à acheter un ordi. Si on me dit qu'il est prêt pour l'IA, autant prendre celui qui est prêt pour l'IA. Peut-être, mais en tout cas, voilà, l'argument commercial en lui-même n'est pas aussi efficace, et c'est pas si étonnant parce qu'on remarque la même chose nous côté site, côté édito, et j'imagine aussi sur des titres de vidéos YouTube. Si tu mets IA, le clic, pour parler très crûment, le clic est beaucoup plus faible, et il faut plutôt, et c'est normal, viser l'usage concret. Cette IA améliore votre... Personne, tout le monde s'en fout. Par contre, ce nouvel outil permet de mieux trier ses mails, par exemple. On parle d'un outil. Et on parle d'un truc concret surtout. Ok, qu'est-ce que ça fait? Ça va m'aider à trier mes mails plus efficacement. Tu vois, un truc comme ça. Et c'est ce qui manque en fait. C'est qu'ils disent IA et c'est juste, c'est des esbroufs. Des fois, en fait, ça a l'impression qu'on a. Et c'est dommage parce que peut-être des fois derrière, il y a vraiment un truc un peu concret. Mais ça donne vraiment cette image de. On te dit IA pour, cherche pas trop loin, c'est intelligent et ta gueule. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui est fou dans l'histoire, c'est que pour moi, il y a une tristesse éducative. C'est-à-dire qu'on prend les gens
pour des cons, quoi. J'allais en parler. C'est-à-dire que l'IA, c'est un outil merveilleux qui se base sur une base de données et qui va faire des statistiques pour trouver la meilleure proposition face à une requête, quoi. Mais quelle que soit la demande, ça pourrait être pour de l'analyse statistique, mais ça peut être pour la génération d'images, pour la génération de vidéos, pour trouver des chemins pour du réseau neuronal, etc. Bien sûr. Donc c'est génial. Mais les marques, du coup, en usurpant cette identité avec des fonctionnalités qu'ils avaient avant. Enfin, Numérama, nos collègues, avaient été voir l'IA de McDonald's. On vient de m'en parler justement, qui était censé améliorer la production de leurs nuggets. Non, il était censé éviter les erreurs et les oublis dans les boîtes de nuggets, dans les commandes et notamment les nuggets des clients. Donc, où est l'IA quand simplement tu mets la boîte de nuggets sur une balance pour savoir si le poids est le bon? C'est ça la finalité du. Bah oui, bah oui, comment l'IA sait sinon l'IA elle est pas, tu vois. Donc tu mets, ça fait le bon poids, tu vois. Ouais. C'est fou. Ouais. Du coup, l'usurpation de ce terme, il aide pas à la bonne compréhension de l'outil et il aide pas du coup à la peur que peuvent avoir les gens, les moldus comme je les appelle, face à l'IA. C'est-à-dire que tu sais pas ce que c'est une technologie, on t'en parle à tout va, tu le vois parfois utilisé à des utilités malveillantes, tu le vois parfois à des utilités vraiment utiles, à des fins vraiment utiles, et tu te dis, et parfois tu le vois dans ta balance connectée et tu comprends pas trop ce qui se passe, quoi. Est-ce que tu te demandes, est-ce que c'est la même technologie, est-ce que c'est une bonne chose? Et je trouve que ça amène énormément de flou autour de cette technologie qui est merveilleuse. Il y a Windigo qui nous dit deux choses, mais parfois on utilise IA comme on utilisait 3D dans les années 2000 qui était le mot valise, et HD qui était le mot valise dans les années 2010. Dans 10 ans, ce sera un autre terme. Bah oui. On est assez vieux pour certains ici pour avoir vu ce genre de stratégie marketing. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, il y a potentiellement un autre terme que IA qui sera utilisé il en faut, il en faut. L'IA sera devenu un outil comme les autres, comme Internet, comme le tournevis, tu vois. Il y a un moment, tournevis, c'est pas un mot très sur les marques, elles vont pas capitaliser là-dessus parce que la mode elle est passée. C'est vrai que après, on a cité le métaverse, il y avait l'exemple du blockchain aussi. Ce sont des trucs qui sont plutôt, j'ai envie de dire, écroulés, c'est un grand terme, mais le buzz est passé. L'IA a l'avantage, même si j'ai vu quelqu'un dans le chat dire qu'il avait un ou plusieurs abonnements IA et qu'il utilisait finalement de moins en moins ces outils-là, donc chacun après trouve midi à sa porte ou pas. Mais je pense quand même que la pérennité de ces outils IA est plus longue commercialement parlant auprès du grand public, parce que au moins il y a quand même. C'est plus facile à expliquer des choses que tu fais avec l'IA qu'avec la blockchain, par exemple. C'est plus palpable. Je pense blockchain, c'est plus flou. Hein. Mais ça peut encore faire peur, en effet. Et du coup, on met le terme à tout va. Mais voilà, il y a ce buzzword qui, je pense, en effet, concerne surtout d'abord des actionnaires, en vrai, pour inciter des actionnaires à investir chez toi parce que tu utilises de l'IA. Et là, on voyait que c'était de l'IA beaucoup intégré dans des produits CES, etc. Toi, peut-être, Axel, est-ce que dans la partie service télécom, où on n'est plus sur du produit, mais on est plus sur du service software, est-ce que ce terme-là, IA, est utilisé à tout va? Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois également? Ouais, c'est vraiment une tendance qui arrive même dans les télécoms, même dans la SVOD. En octobre, à la rentrée, j'avais couvert le salon des télécoms et on m'a présenté des box internet avec de l'IA dedans, quoi. Ok, d'accord. Alors, comme l'expliquait Omar, c'est pas vraiment de l'IA, c'est du vibe coding, quoi. C'est un programme. C'est quelque chose qui s'exécute automatiquement. Il y avait Disney Plus aussi qui était présent au CES et j'ai discuté avec un peu le responsable français de Disney Plus pour un événement demain soir et qui m'a un peu expliqué que l'IA ce sera la grande tendance de l'année chez Disney Plus. Il y a déjà eu, on en a parlé, un partenariat entre Disney et OpenAI pour intégrer les personnages de Disney dans Sora et faire de la création de contenu. Oui, il y a ça. C'est intéressant. J'allais demander si c'était de la suggestion de contenu basé sur tes goûts. Et là, pareil, le terme IA peut être très vite galvaudé. Mais ça parce fait que 20 ans que Netflix le fait. Mais même n'importe YouTube. Les algos YouTube, recommandations vidéo basées sur ton historique, ça fait depuis les créations quasiment de YouTube. Du coup, je me demandais s'ils allaient utiliser l'IA pour pousser un peu plus loin la suggestion. Et peut-être qu'il y a des trucs, en effet, des fonctions auxquelles je pense pas, mais c'est juste
des fois, c'est une fonction déjà existante. J'avais aussi un exemple de Samsung quand ils ont sorti leur Galaxy AI. Alors, c'est un peu plus subtil peut-être, mais la fonction retirer les reflets, et je crois que c'était les reflets et les ombres, existait déjà avant. Et elle est devenue maintenant dans le truc Galaxy AI, et peut-être qu'en effet, elle est peut-être devenue plus efficace grâce au modèle de langage, etc. C'est possible. Mais sauf que le truc existait déjà avant, et il a rejoint officiellement le monde Galaxy AI. Ça me fait rire un peu. Il y a Maximien qui nous dit quelque chose d'intéressant, on en parlait tout à l'heure, ça peut faire une idée d'article ou de vidéo d'ailleurs. Déjà, si on définissait correctement IA vs Gen IA vs algorithmie, c'est très bien. En fait, il y a vraiment une nomenclature des termes aujourd'hui qui s'est créée. Et je pense que ça mérite d'en parler et peut-être de les définir auprès du grand public. Et c'est aussi notre rôle de le faire. J'espère voir ça sur la chaîne YouTube de Frandroid. Alors, on a fait un super tuto sur la chaîne YouTube de Frandroid sur comment se servir de ChatGPT correctement en 10 minutes. Et franchement, on a donné des conseils qui sont tellement précieux. Ça a bien marché, non? C'est une vidéo qui a bien marché, donc allez la voir. Après, c'est vrai que j'ai pas fait le distinguo de tous les types d'IA qui existent. Mais oui, il faut en fait, pour moi, c'est symptomatique, cette usurpation du mot, d'une société qui ne veut pas faire face à la technologie réellement. C'est-à-dire que c'est-à-dire dans l'éducation de nos jeunes, on n'explique pas comment c'est utilisé, putain. T'as un peu trop traîné à Cholet, toi. Désolé pour les Choletais. On avait une anecdote avec Arnaud. On a une marque qui nous a présenté des projets futurs sous embargo, donc on n'a pas le droit d'en parler. Mais à un moment, elle nous présente un truc IA, en gros, un objet où une fonction se déclencherait selon une certaine situation. Littéralement, c'est du balisage Bluetooth. Tu te rapproches d'un endroit avec une balise Bluetooth, le produit que tu as sur toi fait quelque chose, agit d'une certaine manière. C'est littéralement parce que balise par la balise. C'est l'exemple le plus symptomatique, je pense, d'un galvaudage de termes. Et du coup, en plus, c'était marrant. Vraiment, on va pas citer la marque parce que je vais être un peu méchant, mais c'était une marque qui était assez nombriliste, qui se regardait, qui se voyait vraiment en mode nous on travaille d'une certaine manière, machin, on est comme ça et tout. Et il y a des oreilles qui sifflent. Et du coup, elle nous dit ça en anglais. Et à un moment, elle fait and thanks to AI. Et Arnaud, il me le dit en plus sans il s'approche pour me chuchoter, il chuchote pas du tout. Il crie dans l'oreille. Et on est genre, il faut imaginer, on est 5 journalistes. On n'est pas beaucoup. Et sur le stand. C'est pas du tout de l'IA. En bon français. Et juste en mode, on est avec des Américains. A priori, ils ne parlent pas français. Je te vois tellement faire ça. Parfois, je manque de discrétion. Mais bon, c'est vrai en même temps. Bon, on va passer à la suite, messieurs. Voilà, c'est pas au nord, Maximien. Je pense vraiment pas que vous allez trouver. On ne citera pas la marque. Je pense vraiment pas que vous allez trouver pour la marque. Voilà, c'était notre petit coup de gueule du début de fin d'année. Ça fait plaisir un peu de remettre l'église au milieu du village, comme ça, de reposer un peu les termes. Il y a un moment, on en a marre. Il y a un moment, il y en a marre. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est quoi, les gars? C'est Tech Shot. Bam. J'aime bien la petite sonorité comme ça, c'est sympa. Tech Shot, nouveau format que vous avez découvert la semaine dernière, 1 minute 30, 2 minutes pour vous présenter un produit un peu insolite, atypique, loufoque. Voilà, j'ai plein de termes comme ça dans ma valise. On va commencer avec toi, Omar. C'est des lunettes de natation connectées que tu as vues au CES. Moi qui suis un petit peu ancien nageur, ça m'intéresse beaucoup. Tu es un ancien nageur? Oui, mais je nageais pour moi, quoi. Alors, c'est bizarre de dire je suis un ancien nageur. J'ai nagé pendant 7 ans. Ok, d'accord. On nage tous, genre. On nage, oui. Peut-être ah bon, tu nages? Non, bah ouais, de temps en temps, quoi. C'est quoi ces anciens? Bref, c'est lunettes de natation connectées. Grégoire, tu connais les lunettes connectées, évidemment. Mais laisse-moi du coup te montrer des lunettes de piscine connectées avec lesquelles je n'ai aucun flow. Alors attention, vraiment, comme toutes les lunettes de piscine, c'est normal, on ne ressemble à rien, on dirait une tête de mouche. Plus aucune classe, plus aucun style, une fois qu'on les met. Mais ces lunettes, par contre, ce sont les HoloSwim 2 Pro. Ils ont une sorte d'excroissance sur le côté. C'est là qu'on a tous les composants tech qui font que ce sont des lunettes connectées. Et du coup, pendant qu'on nage, on peut voir quelques informations s'afficher au niveau de l'œil droit. Du coup, pendant que tu tapes ta meilleure brasse en tant qu'ancien nageur, Grégoire, tu pourrais voir des infos du genre la durée de ton entraînement, le rythme cardiaque notamment, et aussi ton avancement, ton respect du programme que tu t'es fixé, programme sportif que tu t'es fixé.
Ces lunettes, elles ont 4 heures d'autonomie. Elles promettent aussi un revêtement anti-buée qui reste efficace même après 10 000 essuyages. Je ne sais pas si le mot essuyage existe, mais j'ai envie de le tester. Et au-delà du look un peu ridicule que vous avez pu admirer sur mon magnifique visage, c'est intéressant quand même de voir qu'ici, on n'a pas seulement des lunettes qui résistent à l'eau, on a des lunettes qui sont spécifiquement conçues pour aller en immersion dans l'eau prolongée et dans de l'eau chlorée qui plus est. Donc c'est vraiment quand même, on va au-delà de l'IP68 qui concerne l'eau douce. Donc c'est assez intéressant quand même comme produit. Par contre, attention au prix qui pique un peu, $169 officiellement. Donc si c'est comme moi plutôt un nageur du dimanche qui va à la piscine municipale quelques fois dans l'année, c'est un peu cher. Alors, voilà. Malgré ce look ridicule, ça me hype de fou. Je vois qu'il y a pas mal de réactions dans le chat. Poupipou qui nous dit c'est pas un peu gros. C'était quoi la sensation quand tu portais ces lunettes? En vrai, une fois sur les yeux, lunettes de piscine classique, pas plus encombrant que ça. On voit juste que j'ai l'air encore plus débile vu que j'ai l'excroissance sur le côté droit de mon visage. Mais à part ça, c'était ok en termes de sensation de lunettes de piscine. C'est pas très agréable des lunettes de piscine de base. C'est pas. Voilà. Omar, t'as été sur le plus grand salon tech de 2025-2026 et c'est ça l'innovation balai. moi j'ai juste vu ça. Alors attention. J'ai respecté les consignes d'Arnaud. Vous voyez un truc un peu bizarre, vous le filmez, vous le mettez si c'est possible. J'ai tout respecté à la lettre et voilà qu'on m'engueule maintenant. Oui, c'est le truc est juste plutôt ridicule en effet. Et... En vrai c'est cool. En vrai je trouve que c'est une techno qui est super intéressante. Moi, parce que projeter dans des lunettes c'est cool. Mais quand tu sais on te parle de lunettes connectées du quotidien, ça sera ton smartphone du futur. La flemme, moi je porte pas. Vous êtes tous porteurs de lunettes. Moi je porte pas des lunettes, donc j'ai pas envie de porter des lunettes demain. C'est une contrainte en vrai. Il y a plein de gens qui se font opérer des yeux ou qui prennent des lentilles. Ouais. Par contre, dans des lunettes de piscine, mais grave. Que même des gens sans correction mettent des lunettes de piscine, tout à fait. Ouais. Ben voilà, go. Quelles informations nous avons en plus par rapport à une montre connectée? Est-ce que c'est les mêmes? Alors pas tout à fait les mêmes. On avait fréquence cardiaque notamment. Alors il me semble, je ne sais pas si c'est sur ces modèles-là ou sur des modèles qu'ils prévoyaient, il me semble qu'ils avaient une volonté de la rendre compatible avec des informations de la montre connectée notamment. Donc pour que tu puisses afficher peut-être plus d'informations mais qui viennent de la montre connectée, pas des lunettes en elles-mêmes. Les lunettes, elles ont capteur de fréquence cardiaque, il me semble que ça s'était intégré. T'as le chrono? Le chrono, ça va mal, hein. Et en effet après je crois qu'il est capable de calculer le nombre d'allers-retours que tu as fait, des choses comme ça. Alors moi je sais que quand je nage je peux faire 1 km d'une traite et je suis toujours perdu à un moment donné sur le nombre d'allers-retours sur le point. Je suis perdu en mode terrain. J'ai fait 6, 5, 4. Et là il compte pour toi, il dit encore. J'aimerais bien tester. Il dirait peut-être encore 4 à faire, 5 à faire et tout. Mais il y a moins d'infos que sur une montre connectée. Mais je crois je sais plus, ça c'était plus très clair et leur anglais était pas parfait. S'ils avaient déjà dans les pipes ça ou si c'était prévu à un projet futur, on sait pas quand, de le relier aux infos de la montre connectée. Omar, un casque. Je le refais. Omar, un casque qui fait enceinte et une enceinte qui fait casque. C'est un produit 2 en 1. Voilà, si tu veux, tu peux pas choisir l'un ou l'autre, ça fait les deux. Tu le vois dans le sens que tu veux. Voilà. En effet, c'était mon intro, tout à fait. Un casque qui se transforme en enceinte ou une enceinte qui se transforme en casque. Vous choisissez en fait. Je vais le décrire comme un casque pour simplifier un petit peu tout. Ça, c'est le TDM Neo et du coup, c'est un casque qui pèse donc moins de 350 grammes. Il a plus de 200 heures d'autonomie, donc c'est énorme. Hein. Il a plus de 200 heures d'autonomie. Attention au format casque. Et j'ai pu le porter d'ailleurs. Il est plutôt agréable en tête. Le son est bien puissant. Il est assez clair. Mais je crois qu'il n'y a pas de réduction active du bruit. En tout cas, ce n'est pas du tout précisé. Et je me dis, il l'aurait mis en avant. Donc ça, c'est le point faible de ce casque. Sinon, c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Un gros coup de cœur pour ce produit au CES 2026. Parce que vraiment... c'est assez ingénieux, il suffit juste de visser un peu le casque et l'arceau et les oreillettes qu'on a viennent s'agencer d'une certaine manière pour se transformer d'un coup en enceinte connectée, en enceinte Bluetooth et c'est vachement bien. On a au total en fait 4 haut-parleurs, on en a 2 qui sont donc vers l'intérieur pour le casque, on en a 2 vers l'extérieur et ça passe d'une paire à l'autre. Quand on visse ou dévisse, en fait, il y a des aimants qui viennent se connecter au format enceinte et je pense que c'est ça qui donne, en fait, déjà, ça permet d'avoir l'enceinte qui tient d'elle-même, comme ça, on peut la poser sans qu'elle se disloque, entre guillemets, mais ça donne aussi, je pense, le signal à l'appareil pour dire, OK, change de driver,
passe des haut-parleurs internes aux haut-parleurs externes. Et au format enceinte, par contre, on a une autonomie de 10 heures annoncée par la marque. On passe de 200 heures à 10 heures. Hein. Normal. Donc le son est en effet beaucoup plus puissant. Il était pas mal du tout. J'aurais du mal à le décrire, à en faire tout un fromage dessus parce qu'on était en condition de salon, donc avec beaucoup de bruit autour de nous. Mais de ce que j'ai entendu, franchement, c'était pas dégueu du tout. Ça sort cet été pour $249 aux États-Unis. La marque nous dit que les livraisons pourront être faites dans le monde entier, donc à surveiller. Donc ça sort en juillet, mais sur Kickstarter, vous pourrez le commander dès la fin du mois de janvier. En tout cas, vous renseigner, avoir plus d'informations dessus. Je vous rappelle, ça s'appelle TDM Neo, $249. Je trouve ça banger. Moi j'adore. c'est Moi génial. c'était En fait, l'idée est chouette. L'idée est très très chouette. L'idée est bonne, mais moi je me demande toujours sur ce genre de produit quel compromis ils doivent faire sur la taille du produit pour pouvoir intégrer 4 haut-parleurs, des batteries conséquentes, etc. etc. Ouais. Parce qu'il n'y a pas une compromis sur la qualité des haut-parleurs. Pour moi, j'ai l'impression que le premier compromis du coup c'est sur l'ANC justement, sur la réduction active du bruit. Ouais. J'ai l'impression que déjà là ils ont dû la sacrifier pour garder un casque qui est facile à, parce que vraiment il est plutôt agréable à porter et tout. Et donc en effet la qualité des haut-parleurs, comme je disais, je peux pas le juger par ce que j'ai eu, mais je serais curieux de le tester en tout cas. Ouais, Maximilien R qui nous demande est-ce qu'on peut lancer le son sur les drivers externes en l'ayant sur les oreilles histoire de bien partager sa musique à la terre Ça entière. n'avait pas l'air possible. Peut-être qu'ils vont partager une option casse-couille dans le métro et tu mets ton truc. Et moi je vais te dire un truc, ce genre de produit, si Apple le sort demain, je passe tout chez Apple. Ah ouais. Mais parce que pour moi, ça, c'est les AirPods Max Avec version 2. Je sais pas pourquoi. Tu sais, je le sens comme ça. Le truc, tu l'as chez toi. Arnaud, il a le. Ouais, j'ai le pif. J'ai le pif. J'avais dit qu'il y avait une Switch 2 qui allait sortir, elle est sortie. Personne ne l'avait dit à part toi. Attends, il y a un Galaxy S26 qui va sortir. Non, mais en vrai, je me dis, c'est typiquement un truc Apple. Tu sais, parfois, ils ont des petits éclairs de génie sur des technologies, sur des fonctionnalités. Et je les imagine bien sortir. Ils prédisent la PlayStation 6. Bah, bien Ce sera vu. plus étonnant que ça vienne d'Apple que d'un autre constructeur, je trouve. Hein. Ah ouais. Bah, Apple, ils sont pas très innovants dernièrement, je trouve. Ouais, mais c'est le genre de truc, tu vois, je me dis, easy. Allez, why Ouais, not, je sais quoi. pas. J'ai envie d'y croire. J'ai Maximilien qui nous dit dans le chat, moi je prédis la PlayStation 6. Pareil, je Évidemment. pense Maximilien a du nez en effet. Et du coup, lors du début, je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais vu que l'arceau sera vrillé, le casque restera-t-il droit? En vrai, l'arceau en soi, il vrille pas totalement. En fait, il faut d'abord, je sais pas, on voit le mouvement à un moment dans la vidéo, il faut d'abord retourner les oreillettes d'une certaine manière et les mettre face à face, et là on commence à tourner. Et l'arceau en lui-même, juste, il vient se resserrer, mais il ne va pas se contorsionner, j'ai envie de dire. On va passer à l'autre produit incroyable, Ikea, qui sort des enceintes connectées. On aura tout vu et on les a même en plateau, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Regardez-moi ces magnifiques couleurs. On a les couleurs les plus criardes, donc vert et rose. Elles existent aussi en blanc. Ce sont les Ikea Calsup, je sais pas comment il faut dire. Sachez qu'en suédois, ça veut dire gorgée d'eau froide accidentelle. Les responsables d'Ikea eux-mêmes se foutaient de la gueule du nom de leur produit. J'étais en mode, je sais pas pourquoi on appelait ça comme ça. Mais gros argument pour ces Ikea Calsup, 4,99€ l'enceinte, donc ça ne coûte absolument rien. Alors évidemment, il y a des compromis qui ont été faits. On n'a pas de bouton volume, on a une finition qui est très plastique et on a un son qui est ok, mais encore une fois 5€ seulement l'enceinte. Et en plus de ça, elles ont quelque chose d'assez pratique, d'assez malin, c'est qu'une fois qu'on a appairé par exemple l'enceinte rose, très facile, hein, on appaire ça comme un appareil Bluetooth, et ben il suffit d'appuyer sur le bouton play de l'enceinte verte 2-3 secondes, en tout cas jusqu'à que la musique commence aussi à sortir par la deuxième enceinte. Et les responsables d'Ikea nous ont dit, en tout cas on dit à Arnaud, on a pu connecter comme ça 100 enceintes. Personne va faire ça parce que 100 fois 5 balles, autant mettre autant investir dans un produit de luxe. Mais nous, on l'a fait avec 3, c'était sympa, c'est facile à utiliser en effet. On l'a refait ici à la rédac, ça crée un son environnant pour pas très cher. Moi, je vois bien des gens mettre par exemple 15 balles pour avoir 3 enceintes dans leur salon et profiter comme ça de leur soirée. Par contre, attention. Vraiment, j'insiste, le son n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Donc, si c'est vraiment un élément important pour vous, je le conseillerais pas, c'est Ikea Calsup, mais
pour enceinte d'appoint ou en fait panne de dernière minute et vous avez un Ikea pas loin de chez vous, vous passez rapidement au magasin Ikea, achetez ça à 5 balles, ça fait bien le taf et ça va coûter donc je disais 5 €, ça arrive en avril 2026 chez Ikea. J'achète tous les jours. Ah ouais, Ah oui. Ouais, en vrai, je pourrais craquer. Wendigo qui nous dit quelque chose d'intéressant, ça peut être très pratique pour une salle de bain ou un garage pour éviter des oui. accidents avec des grosses enceintes. On a parlé avec Sylvain avant l'émission. Sylvain, donc, qui est notre responsable audiovisuel chez Frandroid, il me disait exactement bricolage dans le garage, un truc comme ça, dans une cuisine aussi où tu t'en fous en soi d'avoir une qualité exceptionnelle pendant que tu coupes tes oignons. Ce genre de choses. Il me disait aussi chambre d'enfant, par exemple, potentiellement, pourquoi pas. Bon, il y a sans doute des usages. C'est juste voilà, si vous êtes audiophile, attention, les basses sont vraiment pas ouf, le spectre est plutôt limité. Mais encore une fois, pour 5 €. Je peux pas lui reprocher ça. Et fun fact aussi, on l'a démonté. C'est assez facile à démonter. Il y a 2 vis en bas et là il suffit juste d'un couteau plat, d'un tournevis pour ôter la paroi à l'arrière. Et on a vu derrière, c'est une pile assez classique avec un connecteur. J'ai pas le nom du connecteur, mais un connecteur qu'on trouve sur AliExpress. Et on regardait si ça valait le coup de le remplacer quand la pile meurt. Alors il y a recharge USB-C et d'ailleurs bon à savoir c'est 20 heures d'autonomie à 50% du volume. Mais voilà, on se demandait si ça valait le coup de le réparer parce que ça a l'air facile à réparer, mais si la pile coûte plus cher que l'enceinte, est-ce que c'est intéressant économiquement ? En vrai, moi je me dis, tu vas à Ikea, t'en achètes 3, t'as ta soirée qui est faite, et pour l'avoir testé, tu mets 3 enceintes autour de toi, t'as vraiment une espèce de son surround qui est sympa. Le surround à pas cher, ça c'est le vrai argument. Trop bien. Mais voilà, si vraiment la qualité du son c'est ce qu'il te faut, bah évidemment tu vas sur des produits plus chers. Oui, mais c'est pas si décevant pour le prix. Et surtout c'est ça, voilà. Pour 5 € on peut pas se plaindre. C'est surtout ça c'est important à noter. Pour 5 € on peut pas se plaindre. Dans les chambres d'enfants, cadeau. Si c'était sorti avant Noël, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire ça? Mais il faut Noël, ça aurait été banger. il faut attendre du coup avril pour les Calsoup. Ah, c'est en avril. C'est avril, ouais. C'est un peu plus tard. Ouais. Bah écoute, on va avoir un test édito sur Frandroid. Je vais essayer de les tester et voilà. Je vais surtout essayer de répondre à cette question, est-ce que ça vaut le coup pour tout le monde, dans quel cas ça vaut vraiment le coup. Et je pense à ces soirées un peu dernière minute, tu te dis allez vas-y je vais mettre un peu de son et je veux que ça englobe bien sans trop prendre le dessus sur nos conversations par exemple. En soirée, moi j'imagine aussi une espèce de système home cinéma un peu low cost. Alors c'est dur de le connecter connectes ça à une télé, non? Ouais. Si ça marche, mais t'auras pas la stéréo. C'est du mono dedans. Ouais. Et c'est Très ça marche, je pense. il y a moyen que ça marche en bricolant un petit peu, mais c'est pas l'usage principal. Ouais. Je pense que le rendu des voix. Il doit pas être Et ouf. même si t'en mets 4, t'auras pas, tu sais, les différents canaux audio pour avoir le surround derrière, la stéréo à l'avant, Et t'auras donc pas tout ça. sera mélangé un peu. Je pense que tu passes pas la meilleure expérience cinéma de ta vie, mais why not. Moi je vais te dire un truc, le meilleur usage que tu peux avoir c'est genre repas du dimanche, tu mets 3 enceintes autour de la table et là t'as un petit son d'ambiance, ou alors tu sais jeu de société ou quoi, c'est le genre de moment où tu vois tout simplement tu fais un peu de ménage, mais alors le truc qui est chiant c'est que c'est pas Pour les rôlistes, connecté automatiquement. Ouais. Tu l'as pas précisé je crois, mais ça se connecte pas automatiquement quand t'allumes les enceintes. Non, Il faut et t'en as maintenir le une qui bouton. est appairée. Ok, T'en as d'accord. une à appairer comme un appareil Bluetooth classique. Donc celle-là, elle peut s'allumer dès que tu juste reconnectes le produit. Il y a pas de souci. Par contre, les autres, à chaque fois, en effet, il faut réappuyer sur le bouton play pour qu'elles se mettent. Ça synchronise en gros avec les autres Avec une enceintes. autre enceinte. Tu peux en impérer Donc combien? ça demande plus de 100. Plus de 100 du coup entre elles. Voilà. Allez, on passe à la suite, les amis. Allez. Jingle, Texpresso, c'est parti. On est très thématisé autour de la boisson dans nos jingles. De la boisson. Bah, Tech Shot, Texpresso. TechPaf. Ouais. Qu'est-ce qu'on va TechPaf a pouvoir- existé, en effet. TechPaf a existé. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Je sais pas. Tequila. Tequila, c'est qui là? C'est très cool. Tequila, t'as un invité, t'as un invité, tu sais pas qui c'est? Tequila. Avec tech, le mot tech évidemment. Ouais, je suis mort. Bon, on a eu un petit coup de gueule début d'émission, mais attendez, le CES 2026, c'est pas que des coups de gueule. On a été content de voir des produits simples, assumés, parfois pas chers. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Et il y a eu 2 marques, nous, qui nous ont un petit peu réconciliés, disons, avec la tech. C'est pas qu'on est fâché avec l'IA, mais il y a eu 2 marques. On vient d'en parler. La première, c'est Ikea. La deuxième, c'est Lego.
deux marques qui ont apporté une vraie bouffée d'air frais au CES 2026. Oui, enfin, bouffée d'air frais, c'est peut-être un grand mot. T'as capté quoi. Une bouffée de simplicité bienvenue, j'ai envie de dire. J'ai envie de le reformuler comme ça. Donc, on a parlé juste un petit peu avant des Ikea Calsup, donc des enceintes super, des enceintes pas chères surtout et plutôt malines à 5 € la pièce. Et Ikea, vraiment, pour revenir juste sur ces produits-là, quand ils nous l'ont présenté, contrairement à toutes ces marques qui nous ont dit il y a ici machin et tout, nous on est comme ça nanana, Ikea il nous montre ça, il nous fait voilà, c'est des enceintes 5 €, l'avantage c'est qu'elles coûtent 5 €, elles ont 20 heures d'autonomie, pas cher, et le nom est rigolo, c'est ça. Et il y avait un côté tout de suite, je sais pas, il y a une sympathie qui se crée pour le produit. Ils se prennent pas la tête, ils se prennent pas pour n'importe qui. Le produit est ce qu'il est, et l'avantage, oui, c'est qu'il est pas cher. Ils vont pas te sortir le truc parce que pour ceux qui étaient en début d'émission, j'ai parlé d'une marque secrète qui nous a carrément aussi sorti nous en plus on a commencé dans un garage, donc il y a tout un storytelling et machin, et sans révéler le nom de la marque, c'est une marque qui fait des produits c'est simple on va dire. Oui. Et bref, et du coup Ikea ils sont pas de complexe là à devoir raconter tout un storytelling sur leur marque et tout, c'est juste alors c'est un géant, c'est un géant suédois, on connaît, tout le monde a du Ikea chez lui, je pense au moins une fois dans sa vie du Ikea, et encore je suis très prudent, mais voilà, ça c'était pas mal. On n'est pas sur oui alors là machin et tout, c'était vraiment rafraîchissant de voir ça en effet. Maximilien nous parle un peu de low-tech, c'est un peu ça quoi, ils font de la low-tech, ils font de la low-tech assumée. On en reviendra d'ailleurs sur la low-tech, sur la notion de low-tech avec Lego, je pense, qui a encore plus exploité ce côté-là. Si je peux ajouter un truc, c'est qu'IKEA, ils ont une approche quand même que je trouve qui est assez unique en 2025-26, c'est-à-dire que ils viennent avec des technologies où rien n'est propriétaire à leur application. C'est-à-dire que tu peux appairer tous les appareils. T'as pas à télécharger une application pour utiliser cette enceinte. Tous les autres appareils qu'ils ont annoncés, les ampoules connectées, voilà, regarde, tu les as, les prises connectées, les thermostats connectés, les détecteurs de mouvement, rien n'a besoin forcément d'être appairé à leur application ou à tel ou tel produit. Tout fonctionne avec tout et tout est génial. J'aurais juste une petite nuance à apporter, mais en fin de chronique, sur ce que tu viens de dire. Mais globalement, oui, en fait, parce qu'ils ont aussi annoncé tout un tas de produits pour la maison connectée qui sortent dès à présent au mois de janvier. Et la plupart de ceux que je vais vous montrer ici sont déjà disponibles sur le site d'IKEA. Et attention, je vais m'amuser encore avec les noms. Ça va être sympa. Donc ça, c'est ceux que j'ai vu, vous voyez à l'image, ceux qu'on a vus au CES, ceux qu'ils ont montrés au CES, mais ils nous ont... C'était très drôle d'ailleurs, petit coulisses. On est reparti chacun avec un sac Ikea, donc les gens pensaient qu'on avait fait nos courses. On se baladait avec le sac à côté et tout le monde m'a fait des remarques à ce sujet. Mais attention, retenez bien les noms. Non. Donc tous ces produits sont Matter, pas les enceintes, hein, mais protocole les produits maison connectée, en fait, ils investissent à fond dans Matter. Je rappelle vite fait Matter, le protocole, l'avantage principal du protocole, c'est d'être agnostique. Donc c'est le côté tu connectes un appareil d'une marque, tu en connectes un autre d'une autre marque, mais qui sont tous les deux compatibles Matter, tu peux les contrôler avec la même application sur ton téléphone par exemple. Et en plus de ça, il se targue aussi le protocole d'avoir une sécurité renforcée, etc. Du coup, au lieu d'avoir un appareil, j'ai une app pour cet appareil, j'ai une autre app pour cet appareil, on a une maison connectée domotique qui est plus simple à gérer. Donc, on a une télécommande Bill Reza, 6,99 €. On a un détecteur de mouvement Mig Spray, 7,99 €. On a le Timer Float, qui est un capteur de température et d'humidité, merci. 7,99 €. Et on a la prise Grillplatz, qui n'est pas encore en France, mais on a le modèle européen ici. Exclusivité, waouh. Pour brancher qui est une prise connectée. Ouais. Donc si tu as une lampe qui n'est pas connectée, tu le branches et ça devient une lampe connectée que tu pourras contrôler ensuite avec ta télécommande Bill Reza, qui est à 7,99 € aux États-Unis et qui sera sans doute au même prix en France. Donc c'est intéressant, voilà. Et pareil, c'est pas de la tech incroyable et tout, mais ils sont vraiment arrivés par le biais du prix pas trop cher. Tout est à moins de 10 balles, quoi. Tout est à moins même de 8 € ici. Ouais, donc c'est juste fou. Quand tu vois des marques comme... alors là, on parle de... Là, tu parles beaucoup de trucs connectés, mais il y a aussi toute une gamme de produits autour de la sécurité de la maison. Donc, il y a les détecteurs d'ouverture de porte, qu'on n'a pas etc., sur le plateau. Qu'on n'a pas là, mais voilà. Et ça, ce sont des produits qui coûtent cher
quand tu veux les acheter par des marques agrémentées, qu'on connaît, qui font de la sécurité à la maison. Surtout qu'ils te vendent souvent énormément de prestations de services après coup. Donc tu as des abonnements pour pouvoir voir exactement tout, etc. sur leur app. Là, c'est ça qui est fou, c'est que tu as tout sur n'importe quelle app compatible Matter. Quand même génial, quoi. Et juste du coup, nuance par rapport à ce que tu disais au début de ce passage, Arnaud, sur les ampoules connectées Ikea, il y a quand même un petit piège a priori, il faudra confirmer par des tests, c'est que le contrôle donc, de la luminosité et des couleurs passe forcément par l'installation à côté d'une sorte de hub, j'ai oublié le nom, d'une passerelle quoi. Oui, totalement. Un bridge quoi, une sorte de bridge. Voilà. Et donc pas juste tu sors ton application et tu la contrôles, il faut quand mais ça, même. C'est normal. Oui, ok. Technologiquement, on sait pas encore faire. Si, on sait faire, mais ça coûte. Il y a Bloom Creation qui pose une question quand même. Quelqu'un pour dire que vendre de l'électronique à 5 € ça reste forcément de la merde en termes d'écologie ou simplement de respect dans la fabrication. C'est vrai qu'il y a des questions qui peuvent se poser sur tant la production, la fabrication, l'origine des pièces, etc. Que peut-être la durabilité. Bon, c'est des questions qui sont légitimes. Sur ça, malheureusement, pour le moment, on manque de recul finalement par rapport à ces produits. Oui, totalement. C'est quelque chose, on pourra en reparler peut-être d'ici quelques années finalement. Oui, déjà. En tout cas, Ikea, je crois que 90% de leurs choses viennent de Chine. Enfin, sont fabriqués en Chine. Ouais. Ça, par exemple, il y a écrit Made in China. Ok. Et les enceintes, je ne sais pas, mais je suis fabriqué en Chine. Ouais, fabriqué en Chine. Et donc, en effet, c'est à prendre en considération. C'est à prendre en considération, en effet, tout forcément. Après, je pense pas qu'IKEA soit une mauvaise marque en termes de qualité par rapport au prix que tu mets dedans. Ouais. En effet, il y a des trucs qui sont hyper fragiles chez Ikea, mais en général, t'as pas mis un prix monstrueux dedans. Mais oui, le côté écologique. T'as des marques qui te vendent des produits plus ou moins similaires, 3 fois plus chers, produits en Chine avec les mêmes matériaux, etc. Quoi. C'est-à-dire que pour le prix, tu as ce que tu as. Voilà. Mais si vous avez effectivement des convictions écologiques et que vous voulez plutôt... Vous n'êtes déjà pas chez Ikea, je pense. Si vous êtes la fabrication européenne. Parce que je crois que c'est un des plus gros pollueurs et le plus gros consommateur de bois, je crois, Ikea au monde. Oui. Donc voilà. Et par contre, sur Lego aussi. Oui, on peut enchaîner. Lego nous a vraiment donné le sourire, j'ai l'impression. C'est un peu la marque qui a donné le sourire, autant pour les petits que pour les grands enfants. Et oui. Au CES 2026, c'est un peu inédit que Lego présente quelque chose en exclusivité au CES. Quand on a reçu les invitations, c'est tous dit what the fuck. C'est bien ce que tu dis d'ailleurs, parce que du coup, j'ai 32 ans au moment où nous faisons cette émission. Et j'ai commencé à jouer. Et il y a des moments où j'oubliais que Robin filmait. Donc il y a une vidéo sur notre chaîne YouTube où je prends en main, je joue avec les Lego connectés, et je crois qu'il y avait des moments où j'oubliais juste comme ça avec le X-Wing. Donc oui, Lego lance sa Smart Brick, donc c'est une brique qui a de la low-tech en fait, qui a beaucoup de choses mais pas des trucs exceptionnels. Ils ont une puce dédiée dedans, ça c'est quand même pas mal parce qu'ils ont vraiment réussi à la miniaturiser et c'est une puce qu'ils ont fait eux-mêmes et tout. Voilà, on me voit passionné, donc c'est ça la Smart Brick. Il y a un détecteur de lumière et qui reconnaît aussi les couleurs, on a un synthétiseur audio, il y a un haut-parleur qui l'accompagne. On a un gyroscope, un accéléromètre et j'oublie sans doute 2-3 trucs et des LED évidemment aussi pour les effets lumineux. Et tout ça, en fait, ça permet d'avoir des sets de Lego qui réagissent et à la fois avec des effets audio et à la fois avec des effets visuels aux mouvements qu'on effectue avec les pièces avec lesquelles on joue. Ça fonctionne de manière très très simple. C'est que du coup, tu as la Smart Brick que tu viens mettre sur ton set à côté de tuiles très très plates qui s'appellent des smart tags, je crois officiellement, et aussi à côté de certaines figurines qui elles aussi sont intelligentes et font du bruit, etc. Et cette combinaison fait que les Lego savent se repérer dans l'espace, etc., réagir aux accélérations de mouvement, au fait que ça se retourne. Je vous propose d'ailleurs de regarder un petit extrait de ma prise en main où je vous laisse regarder en fait. Si je bouge en fait le X-Wing, ouais. Il est pas content. I broke it, sorry.
I broke it, sorry. You broke it. I broke it. Du coup, là vous l'avez vu quand j'ai cassé le X-Wing qui s'est réparé en ils étaient en mode don't worry, c'est fait pour, vous inquiétez pas. Mais quand je l'ai cassé, on a entendu R2D2 faire et tout parce que justement en fait la tête à l'envers et l'accélération de la chute fait que R2D2 était pas content. Je pense pas que la chute en elle-même fait que c'était ça le bruit dédié, mais par contre c'est l'accélération vers le sol qui fait qu'il a réagi comme ça. Il y a une autre pièce de ce même set où quand on renverse une sorte de missile, lance-missile, si tu le renverses en mode le vaisseau l'a abattu, le Stormtrooper qui gère ça, il y a un bruit d'explosion parce que pour simuler justement la destruction de cette tourelle. Voilà, c'est le mot tourelle. On me voit là à la gauche de l'image. Ce genre de choses et c'est assez ingénieux parce que ce que j'ai décrit comme capteur et comme composant, c'est pas des choses exceptionnelles, mais le Lego l'a fait d'une certaine manière. Et il y a un autre extrait, il va être un peu plus long, que je voulais vous montrer aussi parce que c'est ingénieux ce qu'ils ont fait avec les couleurs pour créer des interactions spéciales avec les couleurs. Je vous laisse regarder. Vous l'avez vu, je peux débarquer avec mon petit personnage ici et mettre le pistolet ici. Et vous voyez, en fait, là, il est en train de réparer mon vaisseau. On voit qu'il y a donc une interaction lumineuse, une interaction sonore entre les deux objets, entre le vaisseau et le personnage. Comment on a réussi à faire ça, en fait? Parce que ce pistolet, il est vert. Je crois qu'il est vert, je suis daltonien. Et en fait, je l'ai placé devant le capteur ici de la brique. Et comme la brique reconnaît les couleurs, elle est capable de reconnaître ce petit objet et d'avoir une interaction avec cette couleur. On va essayer avec une autre couleur pour avoir une autre interaction. Vous allez voir, toujours avec ce personnage qui est capable de réparer notre vaisseau. Ici, je vais mettre de l'essence, on n'est pas à l'ère de la voiture électrique ici. Si je veux, donc imaginons, je mets le petit bonhomme ici et je lui fais... Pardon. Donc là, il faut imaginer évidemment que j'ai le bonhomme en train d'intervenir et je mets ici la... Et il y a l'essence en train de se remplir dans le vaisseau. Cette brique. Voilà, et en gros, du coup, parce que là, sur ce set-là, le bleu dans le vaisseau avec la Smart Tag qui est une tuile qui est juste sous la Smart Brick, le bleu engendre ce son-là. Le vert il y a une caméra sur le... C'est un capteur de luminosité qui permet de reconnaître les couleurs. Et avec une belle précision, dans la démo, vraiment, c'était impressionnant la précision avec laquelle ils étaient capables de faire. J'ai deux questions, une pour le chat et une pour nous. Est-ce que vous, dans le chat, c'est quelque chose qui vous a hypé les Lego connectés comme ça? Parce que nous on l'a vu quand même, c'est des sujets qui semblaient vraiment intéresser les gens. Il y a une grosse hype, etc. dans les médias. Et du coup, Space Mule pose la question, et ça coûte combien la brique? Car Lego, déjà, c'est très cher de base. Donc, effectivement, on imagine des prix qui ont tendance peut-être à un peu s'envoler, non? Alors, du coup, pour l'instant, il y a 3 sets. Donc, évidemment, ils sont associés à Star Wars pour que ça se vende bien. C'est en précommande pour le moment. Et ça va être lancé le 1er mars, en tout cas en mars, et je crois même que c'est le 1er mars très précisément. Et du coup, sur Amazon, vous pouvez trouver le set le moins cher, il est à 70€. J'ai pas l'impression que ce soit un prix absolument déconnant pour un set Lego Star Wars avec Dark Vador, machin et tout. J'ai pas l'impression qu'ils ont il y a sans doute un surplus, mais je pense pas que ce soit... Enfin, j'ai vu des prix des fois délirants pour des sets Lego. Et le plus cher des 3, donc c'est celui de la salle du trône avec Palpatine, où il y a 2 Smart Bricks dans le set pour créer des interactions sympas, notamment un combat au sabre laser. C'est la plateforme qu'on voit là à l'image. On peut faire se battre 2 personnages avec des sabres laser et ça fait... Voilà, évidemment, je fais très bien le sabre laser. Lui, il est à 160€. Donc c'est le plus cher. Ça, mais je me demande, est-ce que c'est... en fait, je me demande à quel point il y a la licence qui fait mal en termes de prix. Le problème, c'est que j'ai pas les prix en tête pour des sets Lego Star Wars classiques. Mais sur celui à 70 balles, j'ai pas l'impression que le surplus soit énorme. En fait, ceux qui coûtent cher chez Lego, c'est les Lego collections, là où c'est des grandes maquettes que tu dois faire à la fin, où tu as 30 000 pièces, et là tu vas taper dans les 200, 300, 400, 500 euros parfois. Ah ouais, 600, autant? Ouais, j'ai vu des prix comme ça, mais c'est du collection en effet. Le château de Poudlard, il est à 500. Voilà. Ouais. Donc imagine le château de Poudlard avec la Smart Brick dedans. Alors, mais par contre, ma question c'est, est-ce que les Smart Bricks sont dédiés à un set? Non, Smart Brick, en gros, c'est-à-dire que demain ils font un set Zelda avec les Smart Brick. La Smart Brick d'avant, elle fonctionnera sans mise à jour. Ce qui est intéressant en fait, c'est les Smart Tags. C'est les tuiles plates qui vont avec, et du coup dans un set, on a à chaque fois un lot de tags. Donc dans celui du X-Wing que j'ai cassé, il y avait 5 Smart Tags et plusieurs figurines, mais dont 2 qui sont intelligentes par défaut.
donc qui interagissent sans avoir Quand tu dis besoin de... intelligente, ça veut C'est-à-dire dire quoi? qu'elles ont, elles communiquent avec la smart brick Comment de NFC. Ah oui. Elles communiquent avec la smart brick. Mais il n'y a pas d'électrique dedans. Non. Ah oui, c'est juste une puce NFC. La brique, oui. Et les smart tags vont faire générer à la brique de l'audio. C'est toujours la brique qui émet du son. Oui, C'est toujours donc la elles brique sont qui pas émet intelligentes, elles sont juste NFC, quoi. Elles sont juste NFC. Ouais. Je dis intelligente parce que c'est le smart figurine. C'est IA, forcément, ça. Non, justement, ils n'ont pas utilisé le terme IA. Mais préfèrent c'est des smart tag, smart brick et smart oui. figurine, je crois. Ok. Donc je dis C'est intelligente. pour dire que c'est compatible avec la smart brick, quoi. Voilà, j'utilise le mot smart pour simplifier le truc. Et en fait, en gros, il y a plein de petits tags qu'on ajoute dans les pièces. Donc on a un tag X-Fighter par exemple. C'est ça, X-Wing, pardon. X-Wing. C'est TIE Fighter X-Wing. Et du coup, si, admettons, demain, tu achètes les 2 sets et que tu as plusieurs tags, tu peux utiliser des tags, les mettre pas du tout à l'endroit où ils sont dédiés. Ça va générer le son, par exemple, de remplissage d'essence. Ouais. Quand Palpatine s'assoit sur son trône et ça va générer la musique. Juste parce que la princesse Leia est en train d'écouter les étoiles. Enfin, tu vois, il y a mais si demain, ils sortent un autre set avec une autre licence, ces smart bricks fonctionneront aussi? La smart brick, oui. Et le set avec une autre licence aura donc des smart tags dédiés. Mais donc ça veut dire qu'ils auront la smart brick, ça veut dire qu'ils ont déjà pré-enregistré dedans tous les sons, ou elle est connectée à une app ou à internet pour être mise à jour? Et c'est la question que posent notamment Wenigo et Schtroumpf, Schtroumpf et Heartbreaker. Du coup, il n'y a aucune programmation, on peut pas customiser, faire ses propres trucs, on va pouvoir le programmer. J'ai posé la question à des responsables Lego. J'ai posé la question et ils m'ont dit que ils allaient d'abord voir comment ça se passait. Ils fermaient pas. Enfin, dans les réponses, c'était juste laissez-nous voir déjà comment ça se passe. Ok, d'accord. Et j'ai pas l'impression qu'ils ferment la porte à ça, mais ce sera pas demain. En gros, Donc pour le moment, c'est limité à ces 3 sets. À ces 3 sets. C'est un début. C'est un début. Et pour répondre un peu à ta question, le synthétiseur audio, alors je sais pas jusqu'à quel point ils ont enregistré des trucs, mais ils ont enregistré quand même pas mal de choses. Ils insistaient vraiment sur le fait que c'est pas que un jukebox qu'on lance, ça réagit vraiment à ce que tu fais. Par contre, en effet, la mise à jour de son, si les d'autres licences sont déjà dans la pipeline, j'imagine que c'est déjà fait dans la smart brick, ils ont déjà tout intégré. Le travail qu'ils vont faire. Genre, imaginons demain ils font Harry Potter, il faut qu'ils aient déjà tous les sons préenregistrés dedans, sauf s'ils ont prévu de pouvoir connecter la smart brick pour télécharger les paquets de ça, ils l'ont pas en tout cas dit, mais pour un peu répondre à ta question et pour te dire qu'ils ont quand même prévu pas mal de choses, il y a plein de pièces Lego qu'ils n'ont pas prévu de commercialiser pour le moment, qu'ils utilisent en démo, qu'ils utilisent pour leurs tests internes, qui sont déjà vachement poussés. Par exemple, on a un voleur et un policier avec la voiture de police, et la voiture de police ne fait pas du tout les mêmes sons, et les deux personnages font pas du tout les mêmes sons selon qui conduit la voiture de police, selon qui approche la voiture de police, selon si le policier est en train de dormir, le voleur s'approche, la voiture va avoir une alarme ou non. Il y a des canards qui fêtent l'anniversaire d'un T-Rex parce que tu as déterminé que le smart tag T-Rex anniversaire allait avec le T-Rex. Tu as des jeux avec un trophée et tu lances des canards sur un skateboard et celui qui se rapproche le plus va avoir une interaction avec la coupe vers laquelle tu l'as lancé. Et ils ont déjà lancé pas mal de choses. Sont créatifs. Il y a de la créativité déjà, donc à voir en effet par contre sur une mise à jour de Smart Brick. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient un peu peut-être prévu le truc, mais à voir. Ça se trouve que et peut-être pas, et qu'ils vont dire cette Smart Brick c'est celle de Lego, c'est celle Lego Star Wars, et quand il y en aura une Harry Potter, il faudra acheter celle Harry Potter. Commercialement parlant, j'imagine que ça serait pas bête. Les amis, on va passer à la suite. On va repartir sur du tech shot. Attention, on en a 5 avec quelques pépites, et c'est Arnaud qui va nous parler de tout ça. Et là, petit jingle. Arnaud, t'as découvert un masturbateur connecté au CES de 2026. C'est quoi j'ai vu la vidéo là, c'est quoi ce truc là? Ça vibre, ça secoue, ça s'agite, ça gigote, et ça sert à vous faire plaisir, messieurs, finalement. Voilà. En fait, voilà. Donc il se trouve qu'il y a des marques qui innovent dans tous les domaines. Et on sait que le domaine de la sexualité, de la pornographie, etc., c'est un domaine particulièrement juteux. Et celui-ci... bah oui, pourquoi bon, bref. Et ils ont créé aujourd'hui un masturbateur 100% automatique. Vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez plus rien à tenir. Vous n'avez plus rien. Voilà. Tout fonctionne tout seul. C'est le masturbateur ultime. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir l'image? Parce que j'aimerais bien. Normalement, il y a l'image. Image safe for work, j'ai précisé. Normalement, voilà. Merci. Voilà. Alors,
Alors, le fonctionnement est simple. Regardez cette petite sangle qui est en train de tenir ce que pensaient certains un biberon. Pas du tout. C'est en fait un morceau de silicone avec un trou dedans. Vous pourrez insérer n'importe quel fruit à l'intérieur. Et donc, cette sangle, vous la serrez autour de votre sgeg. Et voilà, le produit s'agite. Alors, il faut savoir que c'est quand même 2 moteurs avec une batterie de 5 heures. Mon Dieu, je sais pas qui va tenir 5 heures avec ça sur soi, mais bon, quand même. Il est compatible VR, vous pouvez regarder tous vos films, et évidemment, il y a une compréhension des films. Alors, il faut que les films soient compatibles, attention. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un gars, il a regardé le film, il a programmé le machin en disant là, ça va comme ça. Vitesse 60 à 2 minutes. Et donc, en VR, vous avez les sensations du réel. En plus de ça, si vous regardez le produit, il y a 2 pas de vis. Ces pas de vis vont vous permettre de placer, attention, le produit sur un trépied. Donc faut être équipé chez soi quand même. Ça part très loin. Pour pouvoir ne plus rien toucher. Mamboudia qui dit en vrai Unlock ça a changé. Ça fait partie des produits connectés du CES 2026 oui. et ça cartonne. C'est ça aussi Et pour vous. oui, ça cartonne. Voilà. Donc les pas de vis, je pense que je les montre juste après. Voilà, donc ça fonctionne en VR, etc. Alors il y a quelqu'un qui nous a posé. Non, vas-y, je te laisse finir. Oui. Pardon. Et la petite folie de ce produit-là, c'est que sur le produit, il y a une croix directionnelle qui va vous permettre, voilà, vous voyez quand même qu'il y a des variations d'intensité, d'amplitude aussi, parce qu'en fait le mec m'a expliqué, il y a non seulement la rapidité, mais l'amplitude selon la taille de la banane. Bref, donc c'est un produit très complet qui coûte autour des 200 balles. Et ah oui, en même temps. Et je trouve que c'est marrant, enfin ça m'a fait beaucoup marrer quand je l'ai vu. Je trouve que c'est fantastique, fabuleux comme concept de se dire j'ai un trépied dédié à ce plaisir personnel. Qui fait ça? Et je branche mon casque. Let's go. C'est parti pour 5 heures. En ayant choisi un film qui est compatible évidemment avec mon appareil, alors que pour être, je pense, me faire le porte-parole ici du coup d'hommes qui ont évidemment déjà pratiqué ce genre de choses. C'est un truc que tu fais comme ça. C'est censé être un peu spontané à minima. Là, il y a quand même toute une préparation. Faut savoir que c'est le 2. Avant, il y avait le 1 qui fonctionnait à fil. Donc, on pouvait pas le faire sans le brancher au mur. C'est très chiant. Il y a les gars, il y a Yonsu.fr qui dit ça fait quoi de plus que ceux qui existent déjà? Rien de nouveau en fait. Excusez-moi, attendez, celui-ci il est sur batterie, c'est ça la nouveauté. Okay. Avant, c'est pour ça qu'il y a 5 heures d'autonomie. Avant, c'était à brancher de manière fière. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait une prise à côté de là où tu allais te foutre, quoi. Alors, les commentaires sont assez pépites. Lordibus qui nous dit il a pas dit ce Greg. Géométrie qui nous dit free trial expired. Veuillez payer l'abonnement premium pour débloquer l'appareil. Bref, il y a voilà, ça fait partie des produits finalement. Alors ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup rire évidemment, mais mine de rien, ça fait partie des produits qui cartonnent. Et nous on en a parlé sur Frandroid, notamment on a fait des TikTok. Ça a cartonné, ça intéresse les gens. Et le CES, il y a des objets connectés qui tournent autour de l'univers du sexe depuis de nombreuses années déjà. C'est pas nouveau. En revanche, il y a soit c'est un progrès contre le puritanisme, j'ai envie de dire des fois américain, soit c'est juste du sexisme, je sais pas, mais il y a quelques années, je me rappelle, c'était mon deuxième CES, je crois, en 2019. Il y a eu un awards, c'est ça? Il y a eu un sextoy mais féminin qui avait gagné un prix de technologie parce qu'il embarquait pas mal de choses pour décupler les sensations de plusieurs manières. Je rentrerai pas forcément dans les détails, mais il avait été ensuite, parce qu'il y avait eu une réaction de plusieurs associations qui étaient un peu choquées, oh là là, comment est-ce possible, très peu avant, presque à la veille ou 48 heures avant le début du salon, les créatrices avaient été interdites de montrer le produit. Donc elles avaient un stand et juste des images et des trucs, mais elles n'avaient pas le droit d'exposer le produit en bonne et due forme parce que ça avait choqué des gens. Et du coup ici, soit il y a un progrès et les gens ont arrêté d'être choqués par ça, soit parce que ça concerne des hommes, ça choque moins. Il y a des deux, je pense. Il y a peut-être un peu des deux. Il y a Snake qui nous dit faut pas se faire hacker son compte sinon le mec prend la banane en otage en pleine utilisation. Ah oui, alors. Bah écoutez, puis je me dis le truc il s'emballe, ça part, voilà, c'est dangereux. Ça reste. Et je crois que quelqu'un nous demande aussi pourquoi on teste pas les sextoys avant
avant tout, je pense que c'est une question de logistique. Une question de Vous avez- flemme. On a, Avec il y le a numérique des. en test, il me Non, mais on semble en que parle le hein, numérique globalement en test et un peu, les numériques, ils disent qu'ils en testent et du coup, disons que c'est pas actuellement, c'est pas dans nos projets prioritaires. Ouais. On n'est pas. Je me vois mal faire des vidéos YouTube là-dessus, quoi. Oui, voilà. C'est pas trop dans notre ligne éditoriale. C'est, en vrai, parce qu'en plus, les tests, on les fait sur nos journées de travail. Je me vois aussi un peu mal, j'avoue. Je sais pas comment font les numériques, faudrait leur demander, mais je me vois mal dans ce live. Je pense qu'ils télétravaillent. Souvent, tu sais, on dit AFK, je me concentre sur les tests labo de mon smartphone, tu vois. Je me vois mal dire AFK. Il y a Maximilien qui nous dit il faut des pigistes sextech, je ne me dévoue pas d'avance. Il nous dit Maximilien. Bah écoutez, ça fait beaucoup parler, ça fait plaisir, ça fait réagir. On passe à la suite, on a plein d'autres produits hyper rigolos comme ça. Le deuxième produit, ce sont des lunettes auditives pour les personnes malentendantes, Arnaud. Alors, malentendante ou vieille, tout simplement. Oui. En gros, le concept est simple. C'est vrai que porter moi je veux dire alors une prothèse auditive, voilà, c'est le bon mot. Moi je dis sonotone parce que c'est usage courant. Mais porter une prothèse auditive, c'est chiant. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon père, il en a une, voilà, il y a 6 mois maintenant. Et c'est vrai qu'il est porteur de lunettes, donc ça passe par-dessus. C'est un peu relou, quoi. Et là, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est une marque qui propose d'intégrer les prothèses auditives dans la branche des lunettes. Sachant qu'à un certain âge, on a toujours des lunettes. Donc c'est peut-être pas mal d'intégrer tout ce système-là dans les branches. Donc c'est la marque Cirvol, qui est chinoise, qui propose ce système-là. Sachant qu'en plus de ça, les prothèses auditives, c'est un marché. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on puisse faire une enquête là-dessus, parce que c'est quand même n'importe quoi les prix. Enfin, ça monte, on est quand même entre 1000 et 2000 balles ou 3000 ou 4000 balles minimum pour la prothèse, pour un produit assez moyen en termes de technologie à l'intérieur, quoi. Moi, je suis choqué. Ouais. Hein. Donc là, je trouvais ça intéressant. Il n'y a pas de prix pour le moment. Ça va arriver, ils se mettent en place. Mais je trouve que c'est une innovation qui est hyper pertinente parce que ça correspond à un besoin d'un public, et je pense que nous, notre génération, on ne va pas accepter ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire que la prothèse auditive du moment, déjà rien que mon père, il est un poil technophile comme moi, ça l'a gavé de voir toutes ces marques qui se gavaient, qui mettaient des prix les plus gonflés possibles déjà pour avoir la sécu. Et en plus de ça, avec des technologies, mais tu as des AirPods, c'est 1000 fois mieux, quoi. Donc tu dis, mais c'est pas possible. Donc je me dis, on va être une génération qui, nous, on va être sensible à ces innovations-là, on va les pousser en avant, c'est sûr, et surtout on va demander de la qualité dans nos écouteurs parce qu'on les utilise au quotidien, contrairement à nos grands-parents qui n'ont pas l'habitude. Ça a du style en plus, je trouve, c'est pas déconnant visuellement, esthétiquement. Et les AirPods sont cités dans les commentaires. Il me semblait justement que les AirPods Pro, ils ont l'option d'accessibilité justement un peu pour aider. Il me semble qu'il y avait ça, pour un peu faire office d'aide auditive pour les personnes malentendantes. Landibus qui nous dit que il y a des marques qui le font. Des marques, mais j'ai l'impression que c'est assez peu connu finalement de voir ça au CES. Ça montre aussi un intérêt du milieu médical envers la tech et les appareils connectés. Je ne suis pas sûr, Landibus, que ça intègre le câble qui sorte avec le driver et que toute la technologie soit dans la lunette en Bluetooth. Voilà, c'est peut-être ça la différence. Parce que oui, il y a des lunettes avec des... Si, d'accord, ok. Bon, bah, ok. Je demande à vérifier. Okay. Arnaud, après les enceintes qui font casque, comme on en a parlé tout à l'heure, là on a une enceinte qui fait vidéoprojecteur. Oui, alors là, ça m'interpelle. Donc, c'est une enceinte de premier abord. Tu la regardes, tu devines rien, il y a des haut-parleurs, tout va bien. Il y a un moment où tu peux déplier 2 volets. Sur ces 2 volets, il y a des enceintes qui vont pouvoir faire un son surround. Voilà, on les voit bien. Et en fait, à l'avant, il y a une lentille de vidéoprojecteur. Alors vous allez me dire, bah en fait t'es con, c'est un vidéoprojecteur. Non, avec une enceinte, c'est la base. Non, parce qu'à la base, c'est une enceinte, puisque c'est la marque Soundcore qui fait ce produit-là, qui est une marque qui produit des enceintes à la base et des écouteurs. Bien connu. Hein. Bien connu. Et donc... ils ont conçu cette enceinte en mettant une lentille de vidéoprojecteur parce que ça produit un sacré son. Je vous le dis. Je l'ai testé. Il y a, en plus de ça, vous voyez ces volets qui s'ouvrent pour pouvoir faire un son surround, mais surtout qui peuvent se tourner. Vous le voyez, avant, arrière. Ça permet quoi ? Un truc que tous les vidéoprojecteurs qu'on a chez nous nomades ne peuvent pas faire.
on peut poser son vidéoprojecteur devant soi et tourner les enceintes. Ah. Tu vois, sur la table basse, on le pose devant soi et les enceintes vont vers toi qui est assis sur le canapé. C'est vraiment pas con ça. Comme ça, tu passes pas devant le faisceau si jamais Voilà. t'en as un derrière toi. Et quand... Voilà. Et tu te prends tout dans la tronche, quoi, tu vois. Genre, Bah oui, c'est ça, comme une l'idée, barre quoi. de son. Exactement. C'est-à-dire que Eh oui, et le son. le truc est débile. Le truc qui est débile, c'est que la plupart des vidéoprojecteurs que tu places devant toi, le son est souvent très mal orienté. Ouais, Il est ouais. omnidirectionnel. Là, on a vraiment un son directionnel vers soi et de très bonne qualité avec des basses et tout. Parce que c'est avant tout une enceinte qui fait à côté. Voilà, vidéoproj. Alors, niveau qualité de vidéoprojection, on est sur de la Full HD, me semble-t-il, mais pas de grande qualité. Ça fait le taf. Ça fera le taf, voilà. C'est pas super lumineux, ça va servir. Enfin, pour moi, c'est le truc que si t'es pas passionné de la qualité d'image et tout, tu veux juste un truc pratique, un salon épuré, sans télé, sans rien, et que tu veux quand t'as besoin, parce qu'il y a des gens qui regardent pas leurs écrans tous les soirs. Quand t'as besoin, hop, tu le sors pour te mater un film, une série ou quoi, et ben là c'est le produit qu'il te faut, quoi. Et en plus de ça, ce qui est fou, c'est le prix. On est autour des $350 si je me trompe pas, ce qui est quand même très accessible pour ce genre de produit. Et il a une interface embarquée, genre. Exactement. ouais. Alors, il me semble que c'est du Google TV, donc Ok. c'est plutôt très cool. Ouais. Donc, le prix est très accessible. J'attends de voir le prix européen. Pour le moment, il n'a pas été annoncé. Je crois que ça arrivera d'ici avril. Mais voilà, je trouve que le concept, en tout cas, il est complet et très intéressant. Sachant que Soundcore n'en est pas à sa version d'essai. Cette enceinte, en fait, est une version miniaturisée d'un plus gros produit qui avait été annoncé à l'IFA, qui sort actuellement. Il coûte 5 000 €. Ah oui. Et c'est Ah une oui. enceinte, c'est une 5 enceinte, ouais, et c'est une enceinte qui fait vidéoprojecteur, mais qui fait la taille, vous savez, des JBL Party Box. Quoi. C'est haut comme un enfant le truc. Ouais. Et ça pèse 40 kilos. Donc dedans, là, il y a des grosses basses, du gros son et tout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont énormément travaillé à la stabilisation du système optique. Parce que, vu que c'est une enceinte qui a un peu de basse, ça fait vibrer les composants à l'intérieur, donc l'image pourrait vibrer. Donc, j'ai pas pu allumer le produit pour le tester, mais eux m'assuraient que ça ne faisait pas vibrer l'image, parce que c'était tout le problème quand tu mets un vidéoprojecteur collé à une enceinte. Ouais. Autre produit, Arnaud, qui nous a tapé dans l'œil, un gilet à retour haptique pour décupler l'immersion, par exemple, dans un jeu vidéo. Ouais, alors c'est simple, vous jouez au jeu, votre manette elle vibre, vous connaissez ça, et ben là demain c'est vous qui allez vibrer en entier, vous mettez le gilet et à l'intérieur il y a toute une batterie de moteurs de vibration qui vont venir vibrer en fonction du jeu. Donc pour ça il faut que le jeu soit compatible, mais surtout il faut que les codeurs du jeu aient précisé à quel endroit ça devait vibrer. Donc Cassim l'a testé, en fait les vibrations sont précises, puisqu'il y a plusieurs... Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, pardon, je vois le chat et je me suis dit, j'ai eu la même idée de brancher le Breaker qui dit retour que le mec, le tag est tout à l'heure, et tu vite ta meilleure vie. C'est pas encore compatible, mais ça pourrait venir. On te laisse reprendre, Arnaud. Mais, donc tu le mets sur toi et grâce à tous les moteurs de vibration que vous voyez qui s'allument à l'écran là dans les démos, eh bien vous pouvez ressentir exactement là où le jeu est censé vous toucher. Donc voilà, par exemple il y a des démonstrations où tu as des caps, où tu es dans une voiture, etc., et ça reproduit ce système de vibration et ces sensations que tu peux avoir lors d'un jeu, et je trouve ça trop intéressant. C'est pas tout nouveau, mais ça a été bien amélioré ici sur le salon du CES 2026 et la démo était très convaincante. Et ça lui fait des abdos. Ah ouais, franchement, ça rend beau gosse direct. Ça te rend stokos, ouais. Allez, dernier produit, Arnaud, on va parler d'un masque privé, d'un masque qui vous permet de parler à l'abri des oreilles, si je puis dire. Exactement. Donc alors, c'est con, mais c'est trop bien. En gros, le concept, c'est, vous savez, ce moment où vous êtes dans le train et vous recevez un appel et vous vous dites, attends, si je réponds là, tout le monde va me détester, il faut que j'aille sur la plateforme, sauf qu'en fait, je suis dans un carré, le seum, donc je peux pas sortir si facilement. Bon, je fais quoi ? Je réponds pas fort. Bref. Eh bien, alors c'est pas du tout le bon truc. Qu'on montre Oui, non, en oui, parallèle. Mais Bref, vas-y. Bref, vous mettez voilà ce petit accessoire, donc il y a des élastiques à mettre autour des oreilles pour que ça tienne, autour de votre bouche, et en fait à l'intérieur il y a un micro qui va venir capter ce que vous dites. Mais ce que vous dites est 100% annulé pour les gens autour de vous. C'est-à-dire que personne ne peut vous entendre parler. Donc on a testé, j'ai testé avec le monsieur, je lui demandais que parlez-moi, et le gars me parlait et je n'entendais rien. C'est vrai.
Et donc, vous pouvez passer des appels tranquillement dans le train. Voilà. C'est tout bête, hein. C'est une invention. Je sais pas combien ça coûte. C'est un projet. Ouais. Pour te dire, c'est pas nouveau puisque ça fait 3 ans, je pense, que on voit ces genres d'innovations arriver au CES. À chaque fois, c'est une entreprise différente, donc je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour eux. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à chaque fois, ce sont des records d'audience pour nos réseaux sociaux, parce que les gens se passionnent de ce genre de produits. Alors, soit ils se passionnent, soit ils trouvent ça nul. Mais en tout cas, les gens sont très intéressés et sont très curieux à chaque fois. Donc, il y a Coin qui dit, il y a des gens qui téléphonent dans les transports, on n'a rien à faire de ça. C'est vrai que c'est les premiers un peu. Je m'en foutiste. Non, mais il y a des gens dans les transports. Moi, je me baladerais avec ce masque, je le proposerais. Tiens, tu veux pas juste c'est pas très Covid-friendly. Et Talon qui dit pratique et utilisé sur les autres, hop, tu parles trop, bim. Un collègue qui veut chanter au bureau en open space, il met ça. Ouais. Ou comme moi, quand je vous fais trop chier avec mes blagues. Voilà, je te mets ça. Tu me le mettrais. Hein. Voilà. Ouais, Mais tu peux continuer de les dire, tes blagues. Oui, bah, En émission actuellement. Bon, allez, les amis, on va quitter un peu le CES 2026 pour se concentrer sur d'autres sujets ô combien brûlants qui ont rythmé les dernières semaines. Mais avant ça, on va forcément passer par un petit jingle. C'est le feuilleton financier de fin d'année et du début d'année 2026. Netflix qui rachèterait Warner Bros. Discovery. On parle là d'un des plus gros deals de la décennie avec des géants du divertissement. Il y a même Paramount qui s'est mis dans cette affaire-là. C'est un espèce de gloubi-boulga. On va revenir sur cette affaire. On va se poser, prendre du recul avec Axel pour retracer la genèse de ce feuilleton, Axel. Alors déjà, tu vas nous résumer un peu pourquoi Netflix et pas Paramount, et nous rappeler un peu le début de ce feuilleton. En fait, Greg me demande ça, mais il veut surtout savoir si la série Harry Potter est toujours prévue. Voilà, moi je veux savoir ça. Va. Bah, monsieur, c'est relu tous les livres exprès pour ça. Ça fait ça il y a un an. Ouais. On en parlait au début de l'émission. On a l'impression que ça a commencé le mois dernier, début décembre, mais en fait non, ça a commencé l'été dernier, en juin, quand le CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a annoncé une scission de l'entreprise entre un côté les chaînes câblées et l'autre côté les studios de production, la filiale HBO et les parcs à thème aussi. Pas de vente n'est annoncée à ce moment-là, mais les rivaux ont un peu le nez creux. Ils se disent il y a un truc qui se passe, surtout que Warner Bros est super endetté à ce moment-là. Du coup, on a déjà plusieurs concurrents qui sont intéressés. Donc on a Netflix, Paramount, on avait aussi Amazon et Apple qui étaient des racheteurs potentiels, mais qui ont peut-être déposé des offres. Des offres de rachat sont en général confidentielles. On n'est pas au courant de tout ce qui est proposé. Il y a aussi Comcast. Bon, Comcast, ça vous dit rien, mais en fait c'est le premier fournisseur d'accès Internet aux États-Unis. Et accessoirement, ce sont les proprios de DreamWorks, les studios qui ont fait Shrek, Dragon. Donc ils ont un peu un pied là-dedans. Juin, annonce de la scission. Octobre, premières offres de rachat. Paramount a déposé 2 offres de 50 et de 60 milliards. Rejetées. Ce sont les premiers râteaux d'une longue série. Et novembre, Warner Bros se rend compte qu'on s'intéresse à ses actifs. Du coup, il se met officiellement en vente et il demande aux racheteurs potentiels de mettre plus de fric sur la table pour grossir le trait. Et en décembre, accord trouvé entre Netflix et Warner Bros. Un deal à 82,7 milliards de dollars. T'empruntes auprès de quelle banque quand tu fais ça? Moi, je suis chez la Banque Postale, ça m'étonnerait que... 83 milliards, quoi, alors. Et ça, c'est pour le rachat d'une partie des actifs. Netflix veut reprendre les studios de production de séries, de télé, de jeux vidéo aussi, mais aussi toute la filiale HBO, donc la chaîne, mais aussi la plateforme de streaming HBO Max. Et OPA de Paramount qui n'a pas trop apprécié. Donc OPA, rapidement ce que c'est une manœuvre financière. En gros, Paramount court-circuite Warner Bros et passe directement par les investisseurs en leur proposant une offre plus alléchante. Là, en l'occurrence, Paramount propose aux investisseurs de Warner Bros une offre qui s'élève au total à 108 milliards de dollars. Ouais. Paramount, c'est quand même beaucoup. Ils sont fous.
Ils sont vous C'est fou parce que l'accord avait déjà été officiellement annoncé côté Warner Bros. Et Paramount a fait allez, non, c'est bon, j'y vais. Et Ouais. donc 108 milliards. Là, tu peux pas refuser quand t'es Warner. les Non, là chiffres, c'est 108 milliards, mais c'est pour reprendre cette fois 100% des actifs. Ah, d'accord. Donc ouais, aussi les chaînes câblées. En vrai, le deal, il est pas plus intéressant que celui de Netflix en vrai. Ouais, D'accord, c'est vrai que les chiffres donnent le tournis. Wendigo qui dit 83 milliards, c'est inimaginable. Ah ouais, on non, atteint mais- des sommes rocambolesques quand même. C'est plus que beaucoup de PIB de certains pays, quoi. Mais c'est C'est ça dingue. qui est chaud. Ouais, on moyen, se rend pas ouais, compte de ce que c'est. Moi, je sais pas ce que je fais avec 83 milliards en poche. C'est... Oh, moi, je sais ce que Ah, je moi, fais. je dis 2, mais après. Axel, tu me disais du coup qu'il y avait un deal avec Netflix. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Ça peut aller jusqu'au bout? Quelles sont les contraintes à ce deal-là ou les obstacles qui peuvent s'opposer à ce deal? Bah, le premier obstacle, c'est Paramount. Comment on en Paramount, mauvais joueur. On a appris cette semaine que Paramount avait déposé plainte contre Warner Bros. Ils accusent l'entreprise d'avoir totalement favorisé Netflix dans le deal, en fait. Et voilà, il y a aussi les autorités de la concurrence qui ont un œil dessus. Les autorités de la concurrence, donc américaines et européennes aussi. Maintenant que le deal entre Warner et Netflix a été entériné, il y aura une procédure antitrust qui va durer entre 12 et 18 mois. Donc le rachat de Warner Bros. Sera pas vraiment pour tout de suite, quoi. Au plus tôt, ce sera fin 2026, ou plus tard, milieu 2027. Oui, c'est des procédures qui prennent extrêmement de temps sur ce genre de rachat. Je voulais aussi rappeler le fait qu'il y a une dimension un petit peu politique dans ce rachat-là. On sait que le patron de Paramount est un proche de Donald Trump. Au sein de Paramount, il y a, si je dis pas de bêtises, CNN qui est une chaîne, disons, que Trump n'apprécie pas vraiment, et qu'un proche de Trump puisse mettre la main sur Paramount into CNN, ça permet aussi, en termes de sphère d'influence, d'avoir un peu plus la main mise sur ce genre de chaîne d'infos. Et donc, il y a aussi des enjeux politiques un petit peu derrière tout ça. C'est totalement, mais Donald Trump s'est lui-même exprimé sur cette affaire. Il considérait comme inquiétant que Netflix reprenne Warner Bros. Par contre, que Paramount reprenne Warner Bros, ça n'a pas l'air de le déranger tant que ça. Et tu l'as souligné, en fait, la famille Ellison est proche de Donald Trump. Donc, le CEO de Paramount, c'est David Ellison, le fils de Larry Ellison, qui est accessoirement le cofondateur d'Oracle, une grosse boîte tech. Très proche de Trump. Enfin, non, la patronne est très proche de Trump aussi. Aussi, ouais. Et c'est avec cette appui politique que Paramount essaye un peu de déstabiliser le deal entre Netflix et Warner. Déjà, David Ellison a essayé d'avancer des garanties financières pour acheter Warner. Un prêt de 40 milliards de papa de Larry Ellison. C'est ouf. On n'a pas... Denier personnel, 43 milliards. C'est ça, 44 milliards. c'est l'argent de poche. Délire quand même. Mais en fait, ce qui bloque Warner, pourquoi Warner a refusé l'offre de Paramount, bien qu'il y ait plus de fric qui soit proposé, c'est parce que Paramount, en fait, n'a pas de meilleurs résultats financiers que Netflix, en partie. Voilà, on a des données, bon, pour ceux que ça intéresse, qui sont très axés chiffres, voilà, on a très axés chiffres, très connaisseurs sur les termes financiers. Si on compare avec ceux de Netflix après, on peut voir que Netflix est quand même en meilleure santé. Et c'est pour ça aussi que Warner appelle ses investisseurs. C'est qui Warner? Warner Bros. Ah, Warner. Tu le dis à l'allemande, toi. Ouais. Warner. Warner. C'est un mec, Warner. C'est le gars qui a créé Warner. Et son frère. Vous avez capté, c'est la même boîte. J'avais pas capté, moi. Je dis un wagon, je dis pas un wagon. D'accord, ok. Mais Une situation financière plus saine chez Netflix, je disais. exactement, une situation financière plus saine. Ouais. Et oui, un montage plus dangereux pour Paramount qui s'endetterait de 50 milliards supplémentaires s'il a racheté Warner Bros. Il y a une question, il y a une question dans tout ça. Que va devenir HBO Max Que va devenir... Alors, à court terme... Pardon, j'allais demander, du coup, ça se rappelle HBO Max, parce que j'ai perdu le fil. Non, c'était Max tout court, mais C'était Max, Maintenant, c'est Discovery, Max. Alors, au début, c'était HBO Max. Après, c'est devenu Max. Et il y a quelques mois, c'est redevenu HBO Max. Ah, ouais, c'est ça. Voilà, C'est bon, on est bon. C'est un peu dur. J'avais perdu le fil. Que va devenir HBO Max? Alors, à court terme,
il va rien se passer. En fait, le temps que la procédure antitrust se passe, tout va se passer comme avant. HBO Max va continuer à exister en tant que plateforme indépendante. Les séries, les films, les productions en cours vont continuer à sortir sur la plateforme au cinéma. C'est après la clôture du rachat que ça va changer. Donc, à partir de fin 2026, mi-2027. Ouais. Là, Netflix aura un peu la mainmise sur les productions Warner. Ce sera par exemple à Netflix de décider si oui ou non la série Harry Potter sera renouvelée, du budget à mettre dedans, du rythme de sortie. Ça, je doute qu'ils prendront la bonne décision. On va pas tuer la poule aux œufs d'or, ils sont pas bêtes. Exactement. Mais et pour la plateforme en elle-même, il peut se passer deux choses. Au mieux, elle continue à exister en tant qu'interface indépendante, intégrée dans un bundle disponible sur Netflix. Au pire, toute l'offre HBO Max est diluée dans l'offre Netflix. Mais on peut quand même garder le branding HBO sur certaines séries. Parce que, en fait, personnellement, je vois pas HBO disparaître comme ça du jour au lendemain. C'est une identité forte, HBO. C'est une identité forte, c'est quand même des décennies. de Game of Thrones. Non, c'est des séries de qualité. C'est Game of Thrones, c'est Tchernobyl, c'est The Last of Us aussi dernièrement. Donc, je savais pas que c'était eux qui avaient fait Tchernobyl. Très bonne série. Excellente série. Donc, j'essaie de faire le truc des jeux au début. Je sais pas le faire. Mais voilà, c'est encore incertain quand même. Est-ce que, alors, imaginons, on se projette un peu, imaginons il y a deal avec Netflix. Est-ce qu'on peut s'imaginer une hausse des prix de Netflix aussi pour amorcer l'investissement et dégager plus de chiffre d'affaires et donc, par extension, une hausse des abonnements pour les utilisateurs? C'est une possibilité? C'est quelque chose qu'on peut imaginer peut-être. Alors c'est une crainte que j'ai beaucoup vue sur les réseaux sociaux. J'ai vu un tweetos qui a grossi le trait, qui a parlé d'un abonnement à 60 € par mois. On n'ira pas jusque-là parce que c'est quelque chose que l'autorité de la concurrence va aussi regarder. Un des rôles de l'autorité de la concurrence, c'est la protection du consommateur aussi. Donc ils vont s'assurer qu'à court ou moyen terme, les prix ne vont pas skyrocketer. Mais oui, il peut y avoir une hausse modérée des prix après ce deal. Il y aura quand même 80 milliards à renflouer, donc il faudra se dégager plus de marge. Et en plus, il faudra entretenir tous les actifs acquis auprès de Warner Bros. Donc ce sera des dépenses supplémentaires. Après, quand tu sais que tu as Harry Potter qui arrive en série, si ça arrive sur Netflix, les gars ils peuvent se dire bon, le jour où Harry Potter saison 1 sort, on fait plus 20% sur tous nos abonnements et je pense qu'on aura quand même des nouveaux abonnés. Tu vois, c'est ça qui va se passer. Surtout que malgré la hausse des prix, ils ont une augmentation quand même toujours, je crois, de leur nombre d'abonnés. Mais jusqu'à quand? En effet, si jamais à un moment ils dépassent un truc vraiment... Et moi je vais te dire un truc, je me suis réabonné. Tu t'es réabonné à Netflix? Ouais. Je sais pas ce qui m'a pris. Moi je suis de nouveau abonné. Mais dans l'offre Canal+, la totale, l'offre Black Friday qu'il y a eu en novembre, c'est l'offre en SD, non? Qui était, c'est de 120, mais en vrai ça fait le taf, ça va, tu vois. En fait, pour le peu de séries Netflix que je regarde, ça fait le taf. En pire des cas, si je veux une ultime qualité, j'ai un Plex, tu vois. Alors, enfin, je suis sur Plex. Comment? Mais via des offres légales, évidemment. Évidemment. Ah oui, sur Plex, tu regardes les émissions pourries qui sont diffusées. L'offre Plex, quoi. Alors. Bien sûr. Bien sûr. Comme Streamio, tu utilises que évidemment les. C'est quoi Streamio? C'est une plateforme tout à fait légale de streaming. Okay. Il n'y a évidemment aucun module piratage. Streamio, c'est l'outil. Ultime un peu, quoi. Hein? C'est un peu l'outil ultime. T'as rien à télécharger, tu regardes ton film sur internet, quoi. Il y a ça, mais en gros, il faut configurer un petit peu, mais Streamio est très plébiscité par beaucoup de gens, des pirates. Il faut juste savoir un peu. Mais ouais, pour te reprendre, avec ce move, Netflix ne peut gagner que gagner des abonnés en fait. On parle d'Harry Potter depuis tout à l'heure, mais aussi tu as plusieurs licences du cinéma énormes. Tu as le DCU, tu as le Seigneur des Anneaux, tu as de grands classiques du cinéma. Catalogue de Warner Bros. C'est 100 ans de cinéma Warner Bros. Faut pas l'oublier non plus. En vrai, hâte de voir la suite de cette affaire. C'est une vraie saga. Hein, le truc, c'est une vraie saga avec Paramount qui est arrivé au milieu de tout ça. À suivre. Sur Frandroid. Merci Axel pour le J'arrive pas à avoir tout le commentaire de l'Ordibus sur Facebook. Il nous dit Omar qui pleure de payer 60 € par mois d'abonnement alors que tu payes 80 € par mois France TV en taxes. LOL, MDR, PTDR. Oh le rageux là.
L'Ordibus. Service public que je suis content de soutenir. Allez, on passe à la suite. Petit jingle unlock. Jingle unlock. Allez, jingle unlock. Quelles sont les meilleures box internet du moment, Axel? Lundi, bah, c'était hier, si je dis pas de bêtises, ou la semaine dernière, il y a le comparateur NPerf qui a publié son classement des meilleurs opérateurs en France. Donc bon, les opérateurs, on les connaît, on a du Bouygues, Free, Orange et SFR. C'est peut-être le moment de revoir son abonnement ou pas, mais tu vas nous faire un petit état des lieux des offres qu'on a en ce moment et aussi quelques astuces pour choisir sa box de la meilleure des manières possibles selon évidemment ses besoins. Non, d'abord j'ai posé une petite question à Arnaud. Tu payes toujours 80€ tes abonnements internet, forfait mobile. Oui, ça fait un peu cher. Attends, je vais te dire, ma dernière facture, Putain. elle était à 78,99. J'allais dire, Arnaud je tout à mens l'heure, pas. il nous dit je me suis réabonné à Netflix, donc il s'est réabonné à Netflix avant de s'être désabonné de cette putain de. Et avec ça, Orange m'a envoyé comme message: Orange vous remercie de votre fidélité. C'est la moindre des choses. Il y a Wendigo qui avait aussi prêché avec la question Arnaud, tu as pu avoir le temps de revoir tes abonnements. Le Kido, avant ce que ça donnera, on voit bien Microsoft avec Blizzard. On était sur le sujet précédent, pardon. Non, mais comment tu fais pour payer 80 balles? Moi je suis sur des abonnements chers aussi. On va prendre une après-midi. Ah, On va mais prendre j'étais- une après-midi ensemble, on va tout revoir ensemble. J'étais Il n'y a pas spécialement- besoin d'une après-midi, il y a besoin de, il y a besoin de spécialement 20 mis minutes. sur cette émission parce que je savais qu'Axel allait faire un classement des meilleurs opérateurs et des meilleurs abonnements. Vas-y Axel, je t'en prie. Pour choisir sa box internet, c'est comme tout, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, mais en général, on va regarder le prix, n'est-ce pas Arnaud, la puissance du routeur. Il y en a qui vont regarder la qualité du service client aussi, même la réputation de l'opérateur. Donc voilà, c'est selon les besoins de chacun. Selon les besoins de chacun, ça veut dire pas la peine de prendre le routeur à 50€ par mois. Oui. Si on veut juste du Wi-Fi à la maison, pareil, pas la peine de prendre un routeur Wi-Fi 7 si on n'a aucun appareil compatible avec le Wi-Fi 7 chez soi. Donc, on va choisir. On va choisir d'abord selon le prix. Si vous choisissez selon le prix, si vous voulez faire des économies, faut regarder du côté des fournisseurs d'accès internet low cost. Ok. Donc Red by SFR, Soch, BNU. Ce sont les offres les moins chères du marché parce Ok. que en général le décodeur TV est en option. Elles sont aussi sans engagement, ça veut dire que tu peux te barrer au bout d'un mois. Ça c'est bien ça. C'est bien, ouais, parce qu'en fait il y a pas mal d'offres qui demandent encore une période d'engagement de moins 1 an. Ça, Ok, ouais. ça c'est souvent tu dois attendre 1 an à chaque fois avant de changer d'opérateur. Et C'est un peu, ouais, t'as un peu l'impression d'être pris au piège quoi. Alors que. Ah non, les gars, moi ça fait 20 ans que je paye ce truc là. Oui, mais t'as le droit d'avoir. 15 ans, 15 ans. Ouais, T'as le droit ouais, d'avoir, t'es si vieux. t'as le droit d'avoir envie de changer. Il y a tellement des nouvelles offres. t'as le droit Oui, de c'est remercier vrai. pour ta fidélité. Hein. Oui, voilà, il me remercie par SMS. Si je change maintenant, ils vont pas me dire merci pour votre fidélité. Alors les prix chez les opérateurs low cost, il y a peut-être aussi la taille de ton logement. Ça va dépendre de la taille de ton logement peut dépendre aussi du coup de. Non, ça c'est autre chose. Ok, d'accord. Ça va dépendre du Wi-Fi. Mais non, en fait, sur ces offres, t'es entre 20 et 25€ par mois. Ok. Et il y a deux offres qui se démarquent en particulier. C'est des forfaits qu'on dit single play. Ce sont des offres. Ce sont ces deux offres. Il n'y a que Internet. Alors, est-ce que chez vous, par exemple, vous avez le téléphone fixe? Non. Oui, j'ai alors que ça ne sert à rien. T'as un téléphone fixe toi? J'ai pas de téléphone fixe. Ah bah mais alors, j'ai- t'as pas répondu à ta question. non, mais j'ai une box Ouais. qui me propose. Enfin, Ah oui, sur bah, ma- dans l'offre. sur mon. Mais sur toutes mon- les box le font. Oui, non, Elles bah non, sont- pas les sim. Bah, c'est pas les single play. pas les single pay. Il n'y a pas le téléphone fixe, ni le décodeur TV. On n'a que Internet. Ouais. Et ça, c'est pratique, en fait, si on n'a pas le téléphone fixe ou si on regarde pas la télé sur son décodeur, mais plutôt sur Netflix et tout. En plus, ce sont les offres les moins chères du marché. Toutes les deux, là, c'est la pure fibre de BNU et la Freebox Pop S. Elles sont toutes les deux à 25€ par mois. Et voilà, elles sont aussi sans engagement. C'est pas mal ça. Hein. C'est Et parce que c'est du single play, du coup, les coûts d'infra sont moins élevés, donc le prix final est moins élevé pour le consommateur. c'est exactement ça. Ok. Ouais. Après, tu peux toujours utiliser un téléphone fixe avec, mais tes appels seront payants. Ok, ah oui, d'accord, MDR. Mais voilà, plus personne n'utilise Ouais. un Il y a téléphone fixe. McFly Show qui dit est-ce que tu peux te brancher en Ethernet sur ces box Totalement. Oui, il y a des ports il y a des ports ports Ethernet. Tu peux ah. brancher ton PC en filaire dessus. Intéressant. La plus intéressante, alors techniquement, la plus puissante, c'est le modem de Bouygues qui a des débits pouvant aller jusqu'à 8 gigabits par seconde. Ok. Donc c'est les débits les plus hauts qu'on peut trouver sur le marché. La Freebox Pop S, ça peut aller jusqu'à 2,5 sur un port. Pas mal.
C'est sur le Wi-Fi aussi que la pure fibre est plus intéressante parce qu'elle est en Wi-Fi 7. Tandis que. Alors, c'est un Wi-Fi 7 plus puissant. La Freebox Pop aussi est en Wi-Fi 7, mais un Wi-Fi 7 un peu moins puissant, un peu Ok, bridé. d'accord. Et après, si vous voulez regarder du côté des performances des services, donc des forfaits plus chers, il y a par exemple la Freebox Ultra ou la dernière Livebox. Elles sont aussi, ce sont les meilleures en termes de performance aussi, en termes de Wi-Fi et tout, mais il y a aussi toute la gamme de services qu'il y a derrière. Par exemple, si vous aimez binger des séries sur Netflix, sur Amazon Prime Video, sur Apple TV, sur Disney+, Il y a tout ça. sur la Freebox Ultra, il y a l'accès à 3 plateformes qui sont inclus. Ok, pas mal. quand même. Tu payes pas ton abonnement Netflix, quoi. Pareil sur la Livebox, alors c'est pas offert, mais tu as une réduction de 5 € sur chaque abonnement. Donc tu peux faire quand même de sacrées économies. Pas mal ça. Alors moi j'ai une question toute bête. C'est quel est le meilleur opérateur? Est-ce qu'il y a un opérateur qui se démarque le plus des autres en termes de couverture, en termes de fiabilité, en termes de réseau pur? Est-ce qu'il y a un opérateur qui défonce les autres? Alors en termes de couverture, c'est pas comme les réseaux mobiles en fait, mais on a eu, comme tu l'as dit, le classement NPerf qui est C'est sorti. T'aimerais bien, hein. C'est Orange. Vu le prix que tu payes, t'aimerais bien. C'est Orange. C'est Orange. Sans aucun doute. Dis-le Omar, tu dis quoi? Ah, j'en ai aucune idée. Moi je pense que c'est Orange parce que ils s'en foutent. Ah ouais. Moi, je pense que c'est Orange parce que c'est vrai que j'ai une Livebox que je ne paye pas aussi cher. c'est Coin qui dit si on oublie le prix Orange, on oublie le prix comme le dit Coin. Quel est le meilleur opérateur? Alors Orange. Orange est le meilleur sur le réseau mobile, mais pas sur la fibre. Sur la fibre, du coup, est-ce que c'est. Sur la fibre, c'est Bouygues qui est le meilleur opérateur. Ça, c'est selon NPerf, qui est un comparateur indépendant, qui a sorti son classement annuel en début de semaine, et ça fait genre 3 années de suite que Bouygues est en première position. Orange est juste derrière. Ok. Ensuite, il y a Free qui est en 3e position, et après SFR qui est bon dernier. Qui de toute façon va se faire racheter. Donc, Je sais pas si vous avez déjà été chez SFR, mais je comprends Tu sens que c'est les derniers. je comprends pourquoi ils sont derniers. Ouais. Il y a Bulldozer qui nous dit j'ai plus le commentaire. Orange, il y a moins de taux de panne. Effectivement, Orange était quand même assez réputé pour sa fiabilité. Des fois, parce que j'ai une Livebox, des fois j'ai des messages me disant que j'ai une panne. Ma copine est entêtée à la maison et tout, je lui dis attention, il y a peut-être une panne. Elle fait non, tout fonctionne très très bien. Okay. Et ensuite il me dit c'est bon, la panne est résolue. Ouais. Et vraiment j'ai aucune pour personne qui signale de quoi que ce soit. Donc je suis en mode il va y avoir une personne qui a un problème. Ils envoient un message à tout le voisinage, dans votre secteur une panne est en cours, on intervient et tout. Et en fait l'internet continue de fonctionner. J'ai ça pareil avec Bouygues en fait. Ouais. Mais je pense quand ils interviennent dans le secteur, ils pré-shotent juste pour être sûr en mode qu'on n'aura le pas dessus. Prévoyez des problèmes et on fait une intervention. Orange, sur le SAV, ils sont de plus en plus intéressants. Cette année, ils ont sorti une box qui permet de regarder à distance si ta fibre elle fonctionne. Ça veut dire le technicien, il n'a pas besoin de se déplacer jusqu'à chez toi. C'est ouf ça. C'est une espèce de crayon laser qui est intégré dans la box qui voit si la fibre est bien branchée, fonctionne bien. Et en fait, le SAV, tout se fait à distance avec ce modèle de box en particulier, en tout cas. Tu me parlais tout à l'heure de box Wi-Fi 7. Il y a même Asus qui a présenté un routeur Wi-Fi 6 au CES. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans des box Wi-Fi 7 Oui, non, pourquoi? Alors déjà, pour te répondre sur le Wi-Fi 8, le routeur que Asus a présenté au SES, c'est bullshit. Ah ouais? Ouais, non, faut pas acheter ça. Le problème, c'est que alors le Wi-Fi 8, oui, il y a des opérateurs qui commencent à travailler dessus, mais la norme sera certifiée entre guillemets pas avant 2028. Ok, donc il y a vraiment le time Donc, avant qu'on ait des appareils électroniques estampillés Wi-Fi 8. En fait. Si c'est ça, Wi-Fi 8, pardon. En fait, tu vois, en début d'émission, on parlait de l'IA qui est devenu un mot un peu fourre-tout pour tous les commerciaux de la tech. Bah, en fait, c'est pareil pour le Wi-Fi. C'est la réalité du Wi-Fi est vraiment tordue selon les stratégies marketing. Il y a pourtant un cahier des charges à respecter, mais on voit que les constructeurs jouent un peu là-dessus pour échapper à ça. Est-ce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'appareils électroniques sous Wi-Fi 7 ou on a encore une majorité sous Wi-Fi 6 C'est quoi un peu on a une vision de marché sur ce
sur ce type de normes Bonne question. Alors sur le Wi-Fi 7, ça concerne surtout les appareils premium. Ouais, ça arrive de plus en PC plus. portable notamment. PC portable, ouais. Smartphone. Smartphone, ouais, de plus en- Ça arrivait plus tardivement, il me semble, Ouais. chez Apple, Ok. qui a mis beaucoup de temps à. Bah, du coup, c'est nous qui nous dit aborder ça. majorité est égale à Wi-Fi 5. En volume, ouais. En volume, ouais. Et en nouveautés produits qui sortent chaque année, je crois que de plus en plus, mais sur un marché encore un Alors, peu haut de gamme en effet. Majorité Wi-Fi 5 de moins en moins. L'année dernière, NPerf disait que c'est le Wi-Fi 6 qui Ok, ça s'est va vite. démocratisé. du coup, ça- ouais. Et là, dans le baromètre de cette année, ils disent que maintenant c'est le Wi-Fi 7 qui devient, qui se démocratise un peu plus Ouais. parce que les opérateurs jouent le jeu aussi. Ouais. Il y a Orange maintenant qui propose que des offres en Wi-Fi 7. Il y a les 4 opérateurs Internet français qui proposent au moins une offre avec cette norme de Wi-Fi. Et tu me demandais tout à l'heure si ça valait le coup. Déjà, il faut que tu aies des appareils Wi-Fi 7 à la maison De toute évidence. pour vraiment en profiter. Et oui, il y a un jour où ça vaudra le coup. Peut-être pas dans l'immédiat, mais c'est comme la 5G, la 6G, on évolue. Et on peut se dire que c'est une forme d'investissement long terme. Si tu achètes une box Wi-Fi 7 que tu gardes pendant 3 années par exemple, si tu renouvelles ton parc informatique ou tes produits électroniques, que tu en achètes des nouveaux, fort probablement ils seront compatibles Wi-Fi 7 et donc du coup il y aura cette cohérence de connexion au sein de ton C'est domicile. l'idée, ouais. C'est l'idée, ouais. Et on a des gens, par exemple, comme KO3665, qui Ouais. a sans doute dû renouveler ses appareils récemment parce qu'ils sont tous Wi-Fi 6 ou 7, mais sa fibre est toujours en Wi-Fi 5. Ouais. Sa box, du coup, est toujours en Wi-Fi 5. faut changer de box. Ouais, on change, je pense. Enfin, une fois, ma Livebox, c'est vrai que depuis que je suis installé chez moi, j'ai la même Livebox, j'ai jamais changé. On peut commencer à changer. En plus, il y a de moins en moins d'offres en Wi-Fi 5 aujourd'hui. Oui. Au début d'année dernière, Il je crois faudrait qu'il y que je avait, change. il y avait 3 opérateurs sur 4 qui ne proposaient plus du tout de Wi-Fi 5. Donc, Ma grande crainte, c'est que j'ai plus la boîte. Si, je crois que j'ai toujours la boîte en carton parce que tu sais, il faut la renvoyer. Du coup, la box, tu la loues. Et il faut Toi, tu as dû la perdre hein, si jamais t'es chez ton. J'ai la même ça offre fait depuis 20 je sais ans, pas ouais. combien de temps. Merde. Et toi, tu changes d'opérateur tous les combien, Axel? non, alors pour opérateur Tous les 6 mois. internet, la dernière fois c'était en début d'année quand Bouygues a sorti sa nouvelle box. Du coup, je l'ai testé pour Frandroid et je suis engagé pour encore un mois, je crois. Ok. Tu vas changer? Peut-être. Ah. Pour ton offre. Jamais de la Tu vie. l'as convaincu avec les messages de M'engager fidélité. 20 ans avec Orange. Axel, comment on fait si on n'a pas la fibre? Parce que la fibre, c'est extrêmement démocratisé au cours des dernières années, mais il y a encore des zones où il n'y a pas encore la fibre. C'est quoi un peu l'alternative, la solution? J'allais te dire, tu fais comme nos grands-parents et tu sors toucher de l'herbe. Mais, non, t'inquiète, il y a des alternatives. Alors, la DLCL, plus trop, ça disparaît. Ouais. Mais il y a ce qu'on appelle des box 5G. C'est ce qui apparaît à l'écran. Ça, c'est la box 5G de Bouygues que Agop, notre pigiste, avait testé pour nous. On embrasse. Et, Comme s'il Et, était- Il est encore là. On pense à lui. un souvenir. Pardon. C'est vrai, oui, c'est que j'embrasse à gomme, merde. Direct. Pardon. Oh, bordel. En fait, ça des box 5G, donc du coup. Ça fonctionne comme une box internet, sauf que c'est pas branché à la fibre, mais c'est branché au réseau mobile, entre guillemets, donc avec la 5G dehors. Ok, d'accord. Ouais, c'est une box c'est une box 5G. Donc, c'est une box 5G. C'est une box 5G. Ah putain, la fin d'émission, t'es fatigué. Bordel. Ok, très bien. Bah écoute, je sais pas, t'avais des trucs à rajouter, Axel? Ouais, une autre alternative, on entend pas mal parler, c'est ça, c'est Starlink. Ah bah oui. Bon, après, il n'y a pas que, mais c'est Internet par satellite de manière générale, avec une parabole comme dans les années 2000. T'es Quoi. obligé d'installer ça du coup quand t'as Starlink, c'est ça? Ouais, t'es un peu obligé. Tu dois payer la parabole 200-300 euros, quoi, Ouais. même un peu plus, donc c'est quand même un coût. Et l'abonnement aussi, il est vachement cher. C'est 40 euros par mois, je crois. Mais C'est dans la moyenne, je dirais. C'est ok. C'est pas cher, mais c'est pas exorbitant. ouais, quoi, mais alors. en termes de performance, par contre, c'est vraiment en dessous d'une box internet. Ah ouais, en termes de débit ascendant et descendant, ouais, t'es même pas un gigabit avec, quoi. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Mais Donc, bon, ça fait partie ouais. des solutions pour les zones qui sont un peu en désert de connexion, si je puis C'est dire. vraiment si on n'a pas la fibre ou même aucune antenne mobile à côté de chez soi.
On parle de Starlink qui a beaucoup de succès à travers le monde, mais par contre en France, ça n'a pas beaucoup d'avenir. Non, mais parce que aussi on a un territoire qui est très bien maillé, très bien couvert. Ouais. Donc finalement, et puis on est dans un pays quand même où je pense que nos offres box internet et nos offres mobiles, on a de la chance d'avoir quand même une belle concurrence qui permet de faire baisser les prix. Donc les gens en fait sont entièrement satisfaits à travers les offres que l'on a grâce à un territoire bien maillé. Ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, merci Axel pour ce point sur les meilleures box internet et nos petites astuces Frandroid. On va passer au dernier sujet. On va parler iPhone pliant. Et pour ça, jingle. Voici l'iPhone Fold imprimé en 3D. Faut pas déconner, oui. On s'est basé sur plein de fuites qu'on a observé sur le net. Oui. Et on a pu du coup dimensionner selon les fuites le futur iPhone pliant et on l'a imprimé en 3D avec une imprimante 3D qu'on a Tout au à fait. boulot. Et on a même après utilisé on l'a même après si je puis dire, quel est le terme après Modélisé. On l'a stylisé pour On avoir a créé un une rendu. version finale. Mais du coup, ça, c'est la vraie dimension Alors- telle que tu as pu avoir les informations sur Internet. Voilà, oui, c'est ça. Donc, Montre-le, techniquement, hein. ça sera ça le format. C'est ça. Alors il y a Wow. déjà des plusieurs rumeurs en gros, mais globalement elles pointent toutes vers ce genre de format. Je vais juste m'arrêter en effet sur ce que tu disais Grégoire. Donc en gros, le truc c'est on a vu des dimensions très crédibles d'un site qui avait des ressources dans l'industrie et du coup qui a créé des schémas avec des dimensions assez bien indiquées. Et depuis qu'on a une imprimante 3D, on s'amuse à imprimer plein de choses. J'aimerais bien juste revenir sur la première image pour vous montrer. Du coup, ça, c'est fait avec Gemini 3 Pro, donc avec Nano Banana. On a généré ça à partir d'une photo de notre maquette. Donc c'était pour illustrer mon article. Et comme c'est très photoréaliste, j'ai vraiment abusé avec les watermarks et le généré par IA sur le truc parce que j'avais peur qu'on utilise ça sur Internet. Oui, un peu. Je voulais rendre à minima compliqué de réutiliser l'image sans contexte parce qu'on voit Strasbourg-Saint-Denis derrière. Donc voilà quoi. Donc ça rendait bien. On s'est projeté comme ça. La maquette ne ressemble pas tout à fait à ça. Il y a l'envers du décor à vous montrer avec notre scotch mal collé. On n'a pas été bon en art plastique, je un pense. mock-up fatigué, mais ça reste un mock-up. Mais déjà, c'était pour vous montrer quand même que Gemini, impressionnant, hein, toujours Nano Banana, c'est vraiment toujours impressionnant ce qu'il est capable de faire en génération d'images. Et donc, on a fait ça. L'idée pour cette maquette, c'était pas du tout de vous dire on a une prise en main bonne et due forme de l'iPhone Fold et tout. Bah, en vrai, si. Mais en Bah, vrai, pas du produit, mais du format. du format, voilà, parce que j'ai pas le poids, par exemple, c'est du plastique Oui. qu'on a imprimé et tout, donc c'est pas le vrai poids, par exemple, c'est pas la vraie expérience, ça vous en doutez évidemment. Cependant, le format est très intéressant à les décortiquer. J'ai déjà l'avis d'Arnaud qui nous en a parlé avant l'émission. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez un peu de ce que vous avez vu de ce format. Pour vous donner un peu une idée, vraiment imaginez un peu côté portefeuille, c'est assez large quand c'est fermé finalement. En main, c'est large. C'est large. Et en fait, tout l'intérêt. Il y a le fil le plastique qui dépasse. On n'est vraiment pas les meilleurs en art plastique. Mais déjà, voilà, on voulait vous partager ça parce que c'est déjà un petit délire de geek. Quelque part, on s'est amusé à imprimer l'iPhone Fold en 3D. C'est quand même juste déjà rigolo. On l'a pris en main en quelque sorte. Je vais prendre des pincettes quand même. Et moi, je trouve le format assez intéressant. Je pense que Apple, en fait, ils se disent, OK, smartphone pliable, Samsung, ça fait déjà 7 ans qu'ils en font. Nous, il faut qu'on arrive avec quelque chose qui change, quoi. Pas un format Fold ou un format Flip classique. Ils ont vu sans doute le Pura X dont on a déjà parlé dans cette émission. Et encore, c'est pas tout à fait comme le Pura X parce que le Pura X, il est juste plus gros, lui. Oui, il est plus large. Voilà. Large. Donc, quand on le tient en main, vraiment, on a un écran assez large en façade. En fait, trop large. Et toi, tu trouves ça trop large. Bah, Justement. regarde, je le tiens. Je vais vous donner les dimensions. Rien n'est accessible au pouce. Je vais vous donner les dimensions sur lesquelles nous, on s'est basé. Les dimensions sur lesquelles on s'est basé, c'est 120,6 mm, 83,8 mm, 9,6 mm quand il est plié. Et quand il est déplié,
on est sur une épaisseur assez fine de 4,8 mm. Il y a même eu des rumeurs qui disent à 4,5 mm déplié. Donc voilà, on est sur ce genre d'ajustement. Donc, en fait, les dimensions sont pas tout à fait arrêtées selon les rumeurs, mais le format, tout le monde peut-être qu'il sera peut-être un peu moins large finalement selon les rumeurs qu'on il entend. faut, hein. Et donc voilà, ce n'est pas un truc arrêté. Vous voyez voilà, dans ma main, le faux téléphone dans ma main donne en effet un format assez large. Et c'est trop large surtout. Et trop large, oui, en On effet. est d'accord. Je trouve le format quand même assez intéressant et il y a eu beaucoup d'avis positifs sur ce format-là. Beaucoup de créateurs, des journalistes tech et de leakers qui ont dit qu'ils se voyaient bien l'utiliser pour un usage purement d'appoint en façade, messagerie, pour écrire de manière confortable la messagerie et des choses comme ça, vraiment que ça, que des trucs comme ça, régler un paramètre et vraiment l'ouvrir pour quasiment toutes les occasions finalement. Donc je trouve le format en tout cas original déjà, en tout cas il fait déjà jaser. Je trouve déjà intéressant et du coup Apple fait déjà parler de lui beaucoup sur le format alors qu'il n'est même pas encore sorti. Il y a plein de commentaires, la voix de l'ombre qui nous dit je trouve ça vraiment vilain, je préfère un téléphone classique. LG Snake qui nous dit ressemble au Oppo Find N. Oui, non. Il m'a fait un peu penser à oui ça. et non. Mais pas En tout fait, oui dans la hauteur, non dans la largeur. Ouais. Parce que dans la c'est ça. largeur, en fait, c'est exactement un iPhone mini. Oui. Le Oppo Find N. Dans la largeur. Plié, je parle. Hein. Ah, plié. En termes de dimension, c'était un iPhone mini. Dans le Oppo Find N. Non, le Oppo Find N, quand il était ouvert, il était assez carré et il était quand même assez large quand on le pliait. Oui, c'est ça. Il était quand même large aussi, l'Oppo Find N plié, mais peut-être pas autant. J'ai le souvenir d'avoir fait Oppo Find N vs iPhone mini, c'était les mêmes. Ah ouais. Et Talon qui dit en vrai j'ai plus de problèmes sur la longueur des tels que leur largeur. Ouais. Et alors attention parce que là la largeur elle est quand même assez costaud. Il y a Franck Belge qui dit que le format a l'air assez pratique, donc En fait, alors coin qui est même Toi, Axel, t'en penses quoi d'un format comme ça là? Non, la prise en main, je suis pas confortable dessus. Bah, après, peut-être parce que je suis habitué à ce genre format plus de long, diagonale. plus longiforme. Ouais, comme ça. T'as un ultra là? mais t'as déjà un Elles ont- smartphone c'est- grand, toi. Elles ont le 4 montrer mais, que t'as- C'est vraiment une brique de béton l'ultra, Ah, là, c'est le- incroyable quand même. Ouais. une différence entre un. Il est entre un encore plus large. S23 ou S24 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 Ultra et le potentiel iPhone Fold, ce serait ça en différence, beaucoup plus petit par contre mais en voilà, le termes fold de. d'Apple là, il est plus large. Bulldozer qui dit vous téléphonez comment? Alors fais voir parce que Comme ça. tu fais comme ça, ouais, vas-y. Ah bah attends, je sais pas si là. Allô? Oui. Voilà, comme ça. Salut, on tu téléphone, me fous. voilà. Ouais. On téléphone comme ça, je Tu sais pas trop. démissionnes bientôt du coup, c'est ça? Ouais, c'est bien compris, ouais, bien sûr. Ah, pardon, Alors, est-ce que- votre émission. Au-delà des dimensions du format et du mock-up, est-ce qu'on a d'autres éléments d'information? On sait que Apple, c'est une marque où il y a peu de fuites. C'est compliqué d'aller chercher des informations en amont. Il y en a un petit peu. Il y en a quand même. Comparé du Google ou du Samsung, Ouais. on n'est pas sur la même Ouais. échelle. Est-ce qu'on a d'autres éléments Oui. fiables autour de cet iPhone pliable qu'on attend, je le rappelle, en septembre 2026 pour la prochaine grande keynote d'Apple? Déjà, c'est intéressant de voir le module photo qui fait vraiment penser à celui de l'iPhone R. Merci, j'avais Edge dans la tête, j'ai mélangé mes adjectifs. L'iPhone R, en effet, qui on le pressentait comme le laboratoire pour l'iPhone Fold, pour essayer de concentrer autant de composants que possible dans le module en haut et laisser de la place à la batterie. Finalement, ils n'avaient pas laissé tant de place à la batterie parce qu'elle n'était pas très grosse du Elle tout. n'était pas plus grosse que celle du S26 Edge. Elle S25 était même largement plus petite. Oui, voilà, en largement plus, plus petite. Bref. Donc, Bullshit. voilà. Donc, il y a moyen en effet que ce soit comme ça que c'était conçu, mais c'est dommage que la batterie n'était pas grosse. Voilà. Et donc, mais voilà. En tout cas, c'est intéressant de voir que l'iPhone R a servi pas de prototype, de base, voilà, de conception, très certainement à l'iPhone Fold, à voir comment ça va se concrétiser derrière, etc. Il y a alors côté composants, on serait sans doute sur une puce maison pour le modem Apple C2. Donc Apple qui fait depuis cette année, enfin depuis 2025, ses propres puces modem maison qu'on a d'abord vu, si je dis pas de bêtises, sur l'iPhone 16e.
Ok. Je confonds pas de numéro, c'est vachement. Oui, c'était ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, ensuite, qu'on a revu sur notamment l'iPhone Air avec d'autres choses. Il y a 2-3 éléments que j'aimerais aussi citer. Excusez-moi, je me suis perdu dans mes notes. Bah, moi, en attendant, je peux dire quand même que je trouve que je reviens Oui, sur le c'est format parce qu'on Oui, n'a pas eu oui, le temps de tout dire, je trouve, à part Ouais. qu'il est large. Je me projette tout de même pas mal en utilisation un peu BlackBerry. C'est-à-dire que là, t'as un C'est- écran qui est très large, à deux mains, ça a Pour l'air écrire, très confortable. je pense que c'est Par l'idée. contre, le manque d'auteur de cet écran fera que quand tu auras le clavier, ça C'est la prendra la moitié, moitié de sans l'écran doute. et le reste au-dessus, tu n'auras pas grand-chose. Ouais. Ce que j'adore par contre, moi, quand je l'ouvre, bah, c'est ce format-là. C'est exactement le format d'un iPad. Mini. C'est extrêmement mini. C'est un peu plus petit qu'un iPad mini. Ouais. On serait sur du 7,6 pouces. Mais il y a moyen que bord à bord, l'écran soit de la même taille, non? Ça c'est possible. Parce que ça. les bordures vont être très fines sur ce smartphone, Ouais. je suppose. Ouais, l'écran externe serait 5,49 pouces. Ouais. C'est ça. Et on serait sur du 7,76, 7,8 pouces selon les rumeurs. L'iPad mini, je crois qu'il a 8 pouces. Je crois, quelque chose comme ça. Donc on est un peu plus petit. Et la dernière curiosité que je me pose, la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont conserver Face ID? Parce que très Non, souvent c'est ce sur que je ces voulais revenir produits-là, c'est dessus. du Touch On ID. serait sur du Touch ID. Ce serait le Voilà. grand retour de Touch ID et pas Ah ouais. de Face ID a priori. C'est très dommage. Ce qui peut être, mais ils vont te le vendre. Mais Touch ID existe déjà sur l'iPad Air et ça marche très bien. Hein. Parce que sur oui, les iPad tout à Pro, fait, ouais. c'est Face ID, sur les iPad Air, c'est Touch ID. Symboliquement, ce serait une forme de retour en arrière de mettre Touch ID sur un téléphone ultra haut de gamme et ultra cher, mais ils vont réussir à te dire que c'est la meilleure des idées. Ah bah parce que c'est pour mettre plus de place pour la batterie. Évidemment. Bah oui. T'es bête ou quoi? Évidemment. Et puis pour Évidemment. profiter de l'écran. Moi, j'y crois pas du tout à ce format-là. Enfin, je sais Ah pas ouais. quoi. Je me projette Alors, pas avec. J'y Beaucoup trop crois, large. j'y crois. En fait, pour moi, il est trop large, mais Apple, c'est des génies. Ils vont réussir à rendre ce produit suffisamment fashion pour que, tu sais, l'utilisation à deux mains soit stylée comme ça, là, et ouvert, la taille soit cool, parce que c'est vrai que consommer de la vidéo comme ça, c'est très agréable. C'est pas un écran 16/9 à l'intérieur. Non. C'est un espèce de 4 tiers un peu plus élargi. Ouais. quand Donc même il y aura des bandes noires ouais, il y aura quand même des bandes noires. au-dessus du 16/9, ce qui permettra peut-être de mettre un peu d'éléments d'interface, tu vois. Ouais, je me demande à quel Mais- point ils vont. J'en parlais avec Nicolas de Numérama, Nicolas Lelouch. On se demandait est-ce qu'ils feraient pas de l'iOS sur l'écran fermé et de l'iPadOS avec peut-être le côté en bas, tu sais, le dock en bas. Comme fait Samsung. Comme fait Samsung, mais du coup, Ouais. est-ce qu'ils ne joueraient pas en mode, Oui, en marketing en Mix parlant en d'OS, tout quoi. cas, Ouais, parce que ouais. c'est la même base, hein, il faut le savoir, iOS et iPadOS, c'est Ouais. c'est la même Il y a base. quand même quelqu'un Ouais, ça qui me semblerait nous... logique. Ouais. Il y a quand même Snake qui nous dit Paul Nacrium, vous connaissez, Non. a fait une vidéo qui débunk la rumeur de ce format. Est-ce qu'il y a un monde où en fait on se trompe Il complètement y a sur le moyen, format ça reste des Bah, rumeurs, ça hein, reste ça des reste des rumeurs des totalement, en effet, enfin des rumeurs qui s'opposent et tout. Il y en a quand même pas mal qui vont dans ce sens-là. Et que j'allais dire aussi sur, je sais pas si tu l'as vu, toi, à Renault au CES, j'ai un doute là-dessus. Samsung qui avait présenté un écran sans pliure. Ouais. Absolument sans pliure, et apparemment l'iPhone Fold, Ce serait client. si tu fais A plus B, l'iPhone Fold serait client de ce qu'a montré Samsung au CES notamment, un écran pliable vraiment sans pliure quand il est déplié, Ouais. et ce serait ce qu'on retrouverait sur cet iPhone Fold déplié. Il y aurait aussi une utilisation d'un certain type de verre pour Amincir. Et surtout conserver le toucher qu'on a habituellement. Ouais, alors ça, je pense que Ouais. c'est du bullshit parce qu'il Ça- faut du plastique Hein pour plier un écran. Oui, mais il y aurait aussi l'ajout d'une fine couche de verre, de ce que j'ai lu dans un article. Mais il y en a Ouais, mais déjà, en fait, il y en a c'est déjà déjà le cas. sur, Ouais. sur les Fold. Ils veulent reproduire depuis 3 de l'effet. Samsung, même Ils veulent, plus, ils veulent je crois. reproduire l'effet d'un iPhone. En tout cas, chez Samsung, il y a C'est un l'idée. peu cette idée-là. Ils parlaient aussi Mais de c'est- solidité, et finalement, après, ça choque pas en vrai. Enfin, je pense que c'est un Non, peu. t'as pas l'impression de toucher du plastique quand t'as un iPhone. Là, t'as pas l'impression de enfin, toucher moi, les premiers pliables, sur notre maquette. Ouais. Non, là c'est mieux. Alors moi j'ai eu un Fold mais il y a 2 ans. Ouais. Et je trouvais que la sensation c'était pas forcément la même. Ouais, bah ils se sont Ils se améliorés. sont hein. améliorés. C'est plus qu'on. Ah, mais c'est du plastique. Ouais, Bah oui, Et c'est du sur plastique. l'iPhone Fold, ça sera du plastique, C'est hein, ça du- sera pas du verre. Hein. Le c'est verre, ça sans se fait doute pas. qu'il y a- Curieux de voir comment ils vont. Mais non, mais bah, c'est Samsung qui fait les écrans, ce sera la même chose. Oui, Oui, donc oui. ce sera pas forcément exactement la même chose.
je pense Peut-être que qu'ils ont réservé un si. truc pour eux, mais à voir. À mon Ouais, avis, la pas diff sûr sera que- pas aussi incroyable Non. que ce qu'on peut peut-être Non. lire. C'est Ok. du plastique, ça se plie, donc c'est du plastique, c'est pas du verre. Et on a une petite idée, il y a des rumeurs sur le prix. Oui, déjà, je voulais juste avant de parler du prix, pareil, alors corrigez-moi aussi là, mais l'iPhone Air, est-ce que c'est toutes les versions de l'iPhone Air qui sont eSIM, full eSIM ou pas? Oui. Ouais, c'est ça. Et ben, ce serait pareil sur l'iPhone Fold. Il pourrait y avoir pas du tout de SIM physique. Ok. Ça, c'est chiant. Ouais. Chiant, ouais, t'aimes pas toi? Ah, mais moi, j'aime bien quand on laisse le choix aux gens. Ah oui, le choix, oui. Ouais. bien Oui, sûr. qu'on t'enferme Bah ouais, Je pas pensais dans, que le concept même de Ah smartphone non, le 100% eSIM me dérange ouais. pas, mais j'aime bien quand on peut avoir le choix. Hmm. Je sais pas, je trouve ça bien, moi. Il y a plein de gens qui ont l'habitude de. Enfin, c'est Oui, cool. mais regarde, ça On te peut fait changer une les batterie plus habitudes. grande. Puis surtout qu'il faut repayer à Ça chaque te fait fois. une batterie plus grande, Arnaud. Il faut repayer à chaque fois. Regarde cet espace que tu peux gagner. Ouais. À chaque fois que tu veux générer une nouvelle eSIM, faut repayer. Bah, c'est les frais de port, de livraison pour les SIM. Bien sûr, le C'est 10 livraison euros. du QR C'est code 10 par euros. mail. C'est ouf, hein. C'est 10 euros. ouais. Alors que ta Quel carte SIM scam. que t'as déjà dans ton Mais- ancien mais, téléphone, t'as pas à je- repayer. Pour l'iPhone Air, je pense justement ils avaient fait quand même enfin ils avaient supprimé ça et tout. Si tu Corrigez-moi dans précommandais, le chat, corrigez-moi dans le chat si je dis une bêtise, mais il me semblait qu'il y avait un truc comme ça, mais je commence à mélanger un peu les. Ouais. C'est le jet lag qui me revient dans la gueule là. Non, Et sinon sur le prix. Pour venir sur les SIM, on a un problème en France, c'est que on est très mal accompagné au niveau opérateur dessus. Ah ouais. On a Nicolas Lelouch qui avait testé les eSIM de 3-4 opérateurs. Il a eu des problèmes chez Free, chez Orange, chez SFR pour activer son eSIM. Donc à chaque fois, si on doit se taper des galères logistiques pour Ouais. Si tu faire fais- fonctionner son téléphone. Si tu proposes pas quelque chose de simple à monsieur, madame, tout le monde, c'est une galère et ça va pas Non, être, c'est pour ça, pour moi, c'est chiant qu'ils proposent pas. Ouais, les ouais, deux. ouais. Bah, du coup, Alors. là, pardon, Omar, hein. Alors. Niveau prix. Allez, Je c'est vais- parti. Les prix, il y a des rumeurs en effet, c'est des fourchettes, c'est des râteaux même. C'est pas de moi, c'est de Gad Elmaleh, donc je sais pas si c'est de lui. Mais Oh, c'est méchant. c'est méchant, pardon. La cartouche. Pardon, j'ai perdu, là. J'ai été un énorme fan de Gad Elmaleh, c'est pas. Non, Lucas c'est Mec. entre 2000 et 2500 dollars a priori aux États-Unis. Donc 3000 euros. Donc voilà, il y a un voilà, voilà. Mais ils ont Donc pété leur crâne. il y aurait. Mais encore une fois, ce sont des rumeurs. On met des Trois paris. Ouais, mais 1000 c'est balles. Apple, c'est pas. C'est pas, étonnant. c'est pas si déconnant en vrai 3000 balles. comme rumeur. Bah, en Et même en temps, effet, faut donc, payer la marge de Samsung. Hein. ce serait sans doute donc entre 2500 et 3000 euros, ouais. Si on. Non, mais c'est quoi l'argument pour vendre ça 3000 euros? Ouais, j'avoue. Et, Bah, sans- ils vont te dire qu'il y a l'iPad et l'iPhone dedans. Ouais, mais tu vois, c'est pour Ouais, ça mais qu'on disait iPhone plus iPhone, iPad, ça iPad, fait à pas mon 3000 avis. euros, je suis désolé. Et sans doute un peu d'Apple Vision, je sais pas. L'Apple Vision, il a 4000 balles, ils diront c'est pas l'appareil le C'est plus ouf. cher. Attends, l'Apple. surtout que Tu peux là, encore le déplier, ça fait un MacBook Et Pro. c'est- surtout et- qu'il y a que 2 modules photo sur ton impression 3D. Oui. Enfin, oui. Scandaleux. C'est merdeux. C'est plus que l'iPhone. Scandaleux. Genre, ça fait Ouais. combien de temps qu'ils en mettent 3 chez Samsung là et chez tous les autres? Et donc non ça pique énormément sur les et j'ai un peu peur. J'ai aussi un peu peur de l'engouement maximal qu'il Bah, va il va pouvoir y avoir on chez le les sait. gens. Parce qu'autant l'iPhone Air, il y avait à chaque fois le oui mais. Edouard notamment qui a été très critique envers l'iPhone, mais en disant j'aurais adoré l'adorer parce qu'il est génial en main, il est beau, il Ouais. est trop chouette et tout, mais il y a Trop de concessions, tellement Ouais. de concessions pour un prix qui est monstrueux par rapport à ce qu'on nous offre. Ouais. Et il y a la même chose qui va se poser comme question avec cet iPhone Fold, sachant qu'on a déjà des concessions chez le gars qui fait ça depuis 7 ans chez Samsung sur Ouais. des iPhone Fold. Et que depuis 7 ans, on attend encore des choses ça s'est beaucoup amélioré, avec notamment le Galaxy Z Fold 7 qui se il est rapproche, très fin. qui est pour moi vraiment très très bien en termes de peaufinage C'est un bon de smartphone. design. C'est un bon smartphone. Trop cher, mais c'est un bon smartphone. Ouais, mais il a fallu 7 générations. Alors, est-ce que l'iPhone Fold, c'est le bon moment, c'est bon, après 7 générations chez one Samsung, shot, ouais. qui est très certainement le fournisseur d'Apple sur cet écran sans pliure quand on le déplie. Ouais, Après, sans pliure, je pense Chez nous, il y en a peut-être encore, oui, dans notre maquette. Selon notre maquette. Je pense qu'il faut pas mentir aux gens non plus. À partir du moment où il y a un endroit sur l'écran où ça se plie et ça se déplie toute la journée pendant 3 ans d'utilisation, il y aura
de l'altération de la zone qui va faire que ça se verra. Et même la Et charnière d'ailleurs. une accumulation de la poussière, plein de choses. La- De toute la- façon, tout le physique, voilà, avec des contraintes il y a mécaniques. une durée de vie au niveau du nombre de plieurs. Oui, Voilà, en tout cas, il donne en effet une durée de vie qui est longue. C'est toujours 3500 pliures. je sais pas Pour quoi, dire moi j'utilise le Galaxy Z Fold 7 depuis sa sortie presque. Donc depuis 8 mois, quelque Voilà. chose comme ça. Ouais. La Moins. pliure, selon moi, la Ouais, pliure c'est un tout petit peu creusé. Et en plus de ça, La le charnière, smartphone se déplie moins bien, c'est-à-dire moins jusqu'au bout qu'avant. Il n'est pas parfaitement déplié à plat. Je sais pas comment te dire. Ouais. Tu vois pas ce que je veux dire? Mais j'ai eu ça avec un ancien. Et c'est normal. Samsung. Il y a une accumulation de De la poussière, poussière dans la charnière, c'est physique. Alors, autant te dire qu'à l'utilisation, je m'en fous. Ouais. Genre, je le sens pas, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement, ça ne me gêne pas. Fais Ça, gaffe. c'est juste la coque, t'inquiète Mais pas. on le connaît, Grégoire. Ouais, on connaît Grégoire. Le smartphone pliable dont il parle depuis tout à l'heure qu'il a utilisé a très mal fini. Ah non, je parle pas du OnePlus Open. J'ai eu un Fold, un Samsung Galaxy Z Fold pendant 6 mois, un truc comme ça. Ah ouais. Et c'est le OnePlus Open que j'avais éclaté. Alors. Bon, en tout cas, voilà. Donc, moi, je me dis, déjà, de 1 sur ton mock-up, il est pas si fin que ça. Par rapport au Fold 7. Non, et Donc, il y a l'effet brique un peu quand il est fermé. il pourrait être plus fin. Attention encore. c'est possible. Bah, moi, je juge avec ce que tu me donnes. Oui, voilà. Il pourrait être plus fin selon certaines rumeurs, encore déplié. Ouais. Mais oui, il serait quand même plus épais, il me semble, que les Fold ou le Magic V5 Ouais. de Honor. Après, moi, je me dis, s'ils font ça en format un poil plus compact que ce que tu me montres ici, Mhm. c'est bon. On le réimprimera en 3D Ouais, dès qu'on ouais, a oui, de. Mais on va dès faire, on va que- faire d'autres projets comme ça. On va imprimer des téléphones. On va essayer d'en imprimer plein. On va continuer de le faire. Bon, merci Et- les amis. et C'était. je me permets, parce Non, que tu m'as dit de pas le dire au début de la chronique, mais je peux le dire à la fin. Ah oui. N'hésitez pas à aller consulter l'article sur Android. Sur Android.com, évidemment. Je sais pas pourquoi je fais ça. voilà. On aime bien. Allez, on se casse. Allez, ciao. Bon, merci les On gars a- d'avoir été là. On avec a un nous, objet merci. connecté qui s'agite à aller tester. On va le tester tous les 4. Ah, arrêtez. Moi, je rentre chez moi. Bon, merci Il y a Axel, la- merci Omar, merci Arnaud, merci au chat d'avoir été là. Vous avez été nombreux à commenter. C'était sympa. C'était cool, hein. C'était Oui. bien dynamique avec les formats TechShot. Vraiment, je suis content, ça dynamise bien. N'hésitez pas à follow la chaîne Frandroid Live. On est en live presque tous les jours. D'ailleurs, cette semaine, il y a 2 autres lives, des matinales tech comme on les aime. Demain et vendredi, 9h30 pétante avec Geoffroy demain, Omar vendredi. Voilà, soyez au rendez-vous, tout simplement. Allez. Merci à Ah, vous. à c'est plus, moi la team. vendredi. Mais, oui, mais que des bisous, que des bisous. Ciao, ciao. Bon, Salut. allez. Et ce soir, 21h, Maroc-Nigeria. Ouais, c'est vrai. Ce soir à la Cannes. Presque tous les jours, pas le lundi, pas le mardi, nous dit l'Ardibus. Oui, ça va. c'est la reprise. Ça oui, va, l'Ardibus. c'est la reprise. Il y a d'autres projets, il y a d'autres trucs. Rendez-vous pris, nous dit Snake. Allez, des bisous tout le monde. Ciao, bonsoir, portez-vous bien. Bye bye.